Bienvenue sur Amigol tout le monde. On est enfin de retour. On n'a pas pu couvrir le ballon d'or, le fameux ballon d'or du peuple de Dembélé il y a quelques jours. C'est Benzema ou c'est Dembélé? Déjà tu commences. Non, pour moi, celui de Dembélé était tellement émouvant que ça devait être le ballon d'or du peuple. Le deuxième, on peut lui accorder le deuxième déjà. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on est de retour encore pour débriefer de cette semaine de Ligue des Champions, de toute l'actualité footballistique et surtout des résultats qu'il y a eu cette semaine. Voilà, il y a eu des punchlines, il y a eu des résultats, il y a eu des records qui sont tombés, 14 ans. Hein. Donc, il y a des clubs qui ont voyagé loin. Donc voilà, aujourd'hui, on est de retour pour parler de tout ça avec vous, avec le sourire. En tout cas, je suis très content d'être là de nouveau. Pareil. Comment ça va, Aimé, aujourd'hui? Bah, ça va très bien, très content de pouvoir revenir pour rediscuter football. C'est vrai qu'on a du coup raté le ballon d'or, le classico, etc. J'aurais bien aimé entendre Oliver là-dessus. Et je pense qu'il enverra quand même quelques punchlines aujourd'hui. Ouais, il faudra en parler. Mais ouais, en tout cas, très content d'être avec vous et on va parler de ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il y a eu des choses intéressantes, notamment un club, le tien, qui va enfin pouvoir se calmer un petit peu. Ouais, non, après quand on va revenir là-dessus. C'est surtout pas le club, c'est les supporters surtout. Ouais. Parce qu'en soi, le club reste lucide. Et quand tu as des supporters lucides, c'est bien. Mais le problème, c'est que ces supporters-là sont pas très lucides. Oliver. Franchement, un grand plaisir de vous retrouver, les gars, parce qu'effectivement, on avait commencé à débuter cette saison-là il y a maintenant presque un mois. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, Oliver, pour l'amour du jeu, on revient, on remet notre blouse de travail. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à débroussailler, on y va. Oliver, il a le sourire cette semaine. Il est arrivé 2 semaines, ses dents sont dehors, ses dents sèches. Parce que. Ouais, il a jamais été aussi content, lui. Il a jamais été aussi content. Il y a 2 semaines là, il n'était pas comme ça. C'était chaud sur lui. Donc là, ouais, je suis content aussi parce qu'en vrai. Tout ce qu'il y a eu là, c'est bien, ça permet de discuter, ça donne plein d'avis. Les réseaux sont un peu en feu par rapport à toutes les actualités. Et justement, on va commencer un peu par le tour des actualités, très rapidement. Cette semaine, voilà, on a parlé des résultats des clubs français. Il y a eu la liste de Deschamps, par exemple. J'aimerais commencer tout simplement par la liste des Deschamps. Oui. On va faire un tour rapidement. On voit aujourd'hui que hier surtout, il a appelé pour la première fois Mateta, attaquant de pointe. Dembélé, on sait qu'il ne sera pas là. Mbappé sera là. Voilà, il y a d'autres joueurs. Mais est-ce qu'on peut commencer à dire que c'est le sujet le moins intéressant de la vidéo déjà? Ah oui, bah oui. Est-ce qu'on peut... Non, mais juste... bien sûr. Parce que franchement, on va pas mentir aux gens. Effectivement, on est des amoureux du ballon rond, on est des amoureux du football européen globalement. Mais je pense qu'un peu comme tout le monde, quand cette période de l'équipe de France arrive, malheureusement, en fait, genre c'est un coup d'arrêt dans le déroulé qu'il y a là actuellement de rencontres européennes au sommet, de classico. Surtout avec les résultats qu'il y a eu en Ligue des Champions, tu t'attendais à ce que certaines équipes rebondissent en championnat et tu te dis qu'on a envie de les revoir repartir et derrière, non, coupure. Sachant que sincèrement, nous, équipe de France, voilà, il y a eu la liste. En fait, le truc, tout le monde, les Français, on a ce prisme de regarder la liste pour savoir qui il va appeler. Mais en réalité, il n'y a pas de réel engouement sur le match parce que on va pas jouer de vraies grosses équipes et on sait que logiquement, on va avancer. Ouais, mais bien sûr. Déjà, on sait qu'on va se qualifier, même sur la liste en elle-même, en soi, elle n'a pas vraiment de valeur parce qu'il y a déjà énormément de blessés. Et tous les gens qu'on retrouve là, du coup, tu parlais de Mateta, on sait qu'on ne le retrouvera pas forcément à la Coupe du Monde. Il y a Ekitike, il y a Dembélé, il y a Mbappé, etc. Il y a Thuram aussi, qui n'est pas sur cette liste-là. Du coup, bon, c'est une liste, on va en parler, etc. Il y en a qui me parlent de Thauvin, de Tolisso, etc. Je peux comprendre que ça puisse décevoir, mais c'est pas forcément le truc qui est vraiment hyper intéressant. C'est pas le truc super excitant, mais voilà, c'est... Histoire justement d'avoir vos avis et tout mais ça. Le vrai problème, est-ce que le vrai problème de cette équipe de France-là, parce qu'on a vu sur la dernière période de trêve qu'il y a eu des matchs au sommet. Moi, je me souviens genre du Espagne-Turquie, selon moi, c'est l'un des matchs que j'ai vus ces dernières années en termes de matchs amicaux, entre guillemets, ou dans le cadre d'une qualification, qui était
les plus intéressantes. Donc ça veut dire que je pense que ce prisme-là de oui, on s'ennuie, ça nous coupe, etc., je pense que c'est aussi du fait de l'équipe de France, de la France, et même de monsieur Didier Deschamps. Parce que je pense que dans les autres pays, parce que dans les autres pays, peut-être qu'il y a un processus, il y a une vision, il y a l'éclosion d'un groupe et surtout du jeu, en fait, tout simplement. Exactement. Je pense que déjà quand on se pose sur TF1, sur M6, quand c'est diffusé, franchement, on passe pas un bon moment, les gars. On passe pas un bon moment. En fait, on voit des individualités, on voit on voit des prestataires, chacun jouer les uns et un. Mais en fait, finalement, il n'y a pas d'énergie collective. C'est exactement ça. C'est beaucoup d'individualités. Et c'est tellement des individualités que lorsqu'on joue l'Islande, on finit par se faire peur. Exactement. Alors que comme tu l'as dit, on parle d'Espagne-Turquie. Les Turcs ont proposé quelque chose avec des jeunes joueurs qui émergent. Bien sûr. Quand tu as en face, justement, l'Espagne qui est... laisse tomber. Survoler le match parce que il y a ce collectif et ces individualités qui font que tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance, tu vois. Donc mais la mentalité, désolé pour te couper, mais la mentalité de Didier Deschamps en fait vient à aussi nuire sur la qualité du spectacle, parce qu'on sait très bien que lui, c'est un entraîneur qui a toujours misé sur le résultat. Exactement. Mais quand tu parles de résultat, ok, très bien, on va peut-être devenir comptable, on va peut-être faire un BTS comptabilité, mais en fait, moi, quand je regarde le match, je me dis, est-ce que je prends du plaisir ? Je ne prends pas de plaisir. Le seul moment où tu prends du plaisir avec cette équipe de France, c'est quand les matchs haut enjeu, c'est-à-dire que les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, etc. arrivent. Mais en fait, sur les 2 ans entre, tu t'ennuies. Parce qu'en fait, genre, on veut te vendre quelque chose, mais très clairement, quand tu regardes le match, tu dis, ok, but de Mbappé. Oh, super, il se rapproche de Giroud, il dépasse Thierry Henry. Mais quand tu regardes le match, franchement, Mbappé ou autre, c'est très laborieux, moi, je trouve. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. La plupart du temps, c'est laborieux. Ça tricote. C'est un peu du cafouillage pour certains buts. Donc, oui. En tout cas, pour l'équipe de France, on a notre avis déjà. On regardera. Voilà. Dites-nous si vous allez regarder, si vous prenez du plaisir justement à regarder ce type de match-là de l'équipe de France. Mais la plupart du temps, moi, je pense qu'on prend plaisir à regarder peut-être même les autres équipes. C'est plutôt les qualifications africaines qui vont m'intéresser. Ça aussi, ça va chauffer. Ça va être très chaud. Exactement. Très, très, très je pense qu'il y a là, depuis la dernière CAN, la hype est encore plus forte de ce côté-là. C'est pas rien, Oui. Non, mais lui c'est 2, lui il a 2 Oui, c'est vrai, j'ai vu. Donc lui il a à la fois éléphant mi-léopard, donc voilà. Mais parce qu'il y a une énergie, parce qu'il y a une atmosphère, parce que effectivement, voilà, il y a une hype, il y a des joueurs qu'on retrouve dans un contexte africain qui est complètement différent, où tu sens qu'ils sont habités par une pression, etc. C'est une ambiance. Et c'est pas la pression. En fait, c'est pas la pression sportive, c'est vraiment la pression du pays, l'engouement populaire, comme Aimé vient de le dire. En dehors de ça aussi, on a eu d'autres nouvelles comme la semaine fabuleuse des clubs français. Et c'est bon, fabuleuse. Bon, on va encore reparler d'eux, mais Marseille, bon, laisse tomber, c'est pas possible. Et d'ailleurs, la stat est phénoménale avec eux. C'est quoi, 14 matchs 14, 15 effectivement, 14. Oui, c'est aux alentours. Que ce soit en match de qualification, que ce soit en match à élimination directe, que ce soit en phase de poule, il n'y a rien à récupérer de ce club en Europe. Franchement, laissez la place à d'autres clubs. Oui, bien sûr. Laissez la place à d'autres clubs. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, on parlait beaucoup aussi, et à juste titre, de l'Olympique de Marseille qui, durant une période, il me semble, c'est 2012-2013 jusqu'à 2020-2021, quand on gagne contre l'Olympiakos, on n'avait pas gagné. Et effectivement, on nous tirait dessus en disant voilà, vous prenez de la place pour rien, vous nous faites du boucan. Nous aussi, on jouait contre nous parce que quand on revient en 2022, le premier tifo qu'on fait au Vélodrome, c'est l'Europe va trembler, revoilà les Marseillais. À un moment donné, on vous connaît pour ça. C'est ça notre problème. C'est votre problème, vous avez pour la bouche. Mais vous savez pas vous taire. C'est ça. Mais le problème, c'est ça, c'est que effectivement, tu prends des places européennes et en fait, tu racontes rien. Le stade il est vide, etc. Exactement. Et c'est vrai que Nice on est la figure de pro. Alors après, en dehors de Nice, effectivement, et leur un stade catastrophique, on a l'OM qui a fait un carton, on a Lyon qui et sincèrement Lyon, après l'histoire qu'ils ont eu, magnifique début de saison incroyable et repêché. Bon, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent et encore une fois, leur centre de formation. Fantastique. C'est fantastique ce qu'ils font. De l'autre côté, on a Paris qui a battu Barcelone. Et ça, on reviendra sur ce match. Mais et Lille qui je sais pas si c'est un exploit.
Parce qu'en face, c'est la Roma. Ouais, en face, c'est pas un exploit. Même là. C'est la Roma. Ouais, mais là, quasiment depuis presque 1 an, ils ont tapé le Real, ils ont tapé l'Atlético chez eux. Donc en fait, c'est-à-dire que vraiment, dans la vision globale, tu te dis, quand on a des clubs français qui n'arrivent pas à créer d'exploits, parce que, par exemple, le dernier exploit, même de Marseille n'a pas gagné un grand cadre européen depuis des années. Donc ça veut dire ce qu'ils font là, avec genre une marge quand même assez réduite en termes de recrutement. Ils ont perdu quasiment la moitié de leurs titulaires, Joe David, Zegrova, etc. Exactement. Et là, aujourd'hui, tu te dis que sur quasiment un an et demi, tu racontes une histoire à tes supporters qui est incroyable. Aller taper les grands d'Europe, sachant que toi, t'es un invité. Et chez eux, en plus, la Roma de Gasperini. C'est pour le coup, fort. Pour moi, qui apprécie cette équipe de la Roma depuis assez longtemps, ils sont un début de saison qui est très rare. Après, la Roma, c'est une équipe aussi qui aime bien commencer fort et s'effondrer vers décembre, janvier. Ça leur arrive souvent parce que là-bas, ils ne connaissent pas la régularité. C'est très compliqué à la Roma. Donc c'est pour ça que beaucoup disent que le vrai club, c'est la Lazio. Ah, ouais. Mais souvent, en finale, sur les 2 dernières éditions, je crois qu'ils font Conférence League et Europa, en gros finale où ils gagnent, etc. Avec Mourinho ou autre. Voilà, donc ils savent faire des choses. Ils reviennent un peu sur le devant de la scène, mais ouais, bien. Donc oui, semaine fabuleuse des clubs français, excepté nos Niçois, nos Aiglons, hein. Il va falloir réfléchir à tout ça, franchement. Hez a prolongé déjà, genre début de saison, ils l'ont prolongé même avant de voir les résultats. C'est-à-dire que là, il est lié, je crois, jusqu'en 2030. Franchement, après Nice, voilà, genre c'est une belle ville, il fait beau, lui, il sort du Nord. Peut-être que, en fait, voilà, la soupe elle est bonne. La dernière fois, c'est pas une ville de foot, je sais pas. Oui. Exactement. De foot. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, c'est Monaco qui nous fait. Je fais un bisou à notre ami Julien Jamous qui un jour avant était en train de péter un plomb dans ses stories, Instagram, qui voyait déjà le naufrage et la fessée. Mais finalement, ça a tenu le coup 2-2 avec des beaux buts. Donc franchement, indice UEFA pour la France, on est content. Hein. Mais personne, je pense que Aimé, toi, moi ou autre, on n'aurait jamais mis ne serait-ce que 1 euro, une pièce sur la dynamique de Monaco en championnat, sur les derniers matchs qu'ils ont perdus en Belgique, etc. Et là, tu reçois City qui n'est pas au meilleur de sa forme, mais ça reste City avec les individualités qu'on connaît ou autres. Et surtout qu'ils sont très en forme. Et là, tu arrives à ne serait-ce accrocher un point sur ta liste où tu te dis, bon, bah City, ça sera 0. Bruges peut-être avant. Quand tu sors de Bruges, tu te dis, mais ils vont se faire déboîter. Oui, exactement. Quand tu sors de Bruges, tu te dis que tu vas te faire déboîter. Donc, oui, c'est inespéré. Donc, on va maintenant, le problème, encore avec Monaco, c'est comme on le disait la dernière fois, cette forme de dilettante, cette forme de suffisance. Il va falloir continuer. Essayer d'être plus régulier et surtout s'acheter un mental. Et puis miser, et puis le recrutement, selon moi, il n'était pas adapté au fait de pouvoir jouer les plus grandes joutes européennes, en tout cas, genre de jouer à la fois sur le championnat et les coupes européennes, sachant que tu vas miser à chaque fois sur des joueurs qui sont en phase de reprise. Quand tu vas les prendre d'ailleurs, d'ailleurs, j'allais faire un plutôt bon passage peut-être au Bayern, mais quand tu vas les prendre Fati, c'est point d'interrogation. Quand tu vas prendre Pogba, point d'interrogation. En fait, le but, c'est quoi? C'est genre, c'est l'EHPAD là? On est sur l'EHPAD, on est là sur une remise en forme. Pogba, c'est un peu l'EHPAD. Ouais. Pour Pogba, c'est un peu l'EHPAD. C'est néonès, quoi. On est vraiment là pour remettre. C'est ça. On est sur du basic fit. Alors tu reprends, t'es un peu gros, etc. C'est là, tu vas à Monaco pour reprendre de la forme, quoi. Après, c'est dans leur histoire. Ils ont souvent fait ça. Oui, c'est vrai. Ils ont souvent fait ça. Ça a marché, c'est vrai. Je veux comprendre. C'est dans leur histoire, on les connaît pour ça. Donc, régularité là-dessus, ce qu'on leur demande. C'est vrai. C'est ça qu'on leur demande. Là, tu m'as envoyé une image. Moi, tu m'as envoyé l'image d'un attaquant que je kiffais à l'époque. C'était Christian Vieri. Oui. Christian Vieri qui arrive 2006-2007 à peu près. Vieri, tu parles de Vieri, mais moi, Morientes. Oui, Morientes. Marco Di Vaio. Mais oui. C'est mes mecs-là qui sont venus. Là, on peut partir longtemps, les gars. On part dans les choses. Donc voilà. Donc oui, ils ont l'habitude de faire ça. Bon, c'était l'actu de la semaine. Voilà. Les gars, on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. Dans les choses sérieuses, il va beaucoup parler. Il va beaucoup parler. Pas trop, les gars. Moi, je suis fatigué, je fais des allers-retours. Voilà. Tu te déplaces beaucoup, t'as beaucoup bougé, t'étais au Vélodrome cette semaine. C'est bien, tu fais un peu reporter pour nous. J'aime bien ça. J'aime bien donner la tendance. Le petit envoyé spécial. Donc c'est cool. Là, j'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur le Classico.
Ok. Et après, on parlera de la Ligue des Champions. Bien sûr. On est sur un classico où d'un côté, on a Marseille. Ils avaient déjà joué le Real à ce moment-là ou pas? On avait perdu contre le Real. Voilà. On avait perdu. Et vous avez perdu. C'est bien. Vous perdez contre le Real. Pas d'une piètre manière, au contraire, vous montrez un bon visage, un beau visage. L'OM montre un beau visage. Ouais. Je vois beaucoup de mecs qui avaient parié sur Mbappé, buteur, et tout ça. Bah, il marque. Ouais, il marque 2 fois. Il marque 2 fois. J'aurais pas mis une pièce sur Timothée Weah qui marque au Real, qui marque. Pas du tout. Voilà. Vraiment pas du tout. Une belle prestation, même si au début c'était chaud. Oui. Avec l'erreur de Rouli, tout ça. Et on s'attend à ce que Marseille se fasse rouler dessus par le Real. Première mi-temps, tu peux te faire rouler dessus. Tu peux te faire rouler dessus parce que c'est compliqué. Et au final, ça finit sur un match franchement, qui était finalement équilibré. Vision peut-être du madrilène qui sera un peu différente, mais moi, c'est vrai que en tant que supporter, tu sors d'une séquence qui était très difficile parce que en championnat, tu n'es pas au rendez-vous, ou en tout cas la machine met du temps à se mettre en route. Avec toutes les histoires qu'il y a eu. Voilà, les histoires qu'il y a eu, tu as eu un recrutement tardif, tu es privé de certains de tes titulaires, tu te pointes en Ligue des Champions au Bernabéu, c'est-à-dire le fief de la capitale européenne. Tout simplement, toi, tu n'as pas été invité à ces joutes depuis un certain nombre d'années. Et la dernière fois que tu y as été, on te dit la première, il n'y a pas d'entraînement, c'est au Bernabéu. C'est ça. Excusez-moi, oui, tu claques des genoux, oui, tu as peur, et forcément, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, tu te dis, si on peut juste ne pas être ridicule, s'il vous plaît, faites en sorte que mes amis qui sont autour de moi ne puissent même pas me dire, cette année encore là, ça va être difficile avec des champions. Et donc, finalement, vous montrez avec un match où tu as été plutôt cohérent, où effectivement tu as le record de Rouli qui te fait dire quand même que même si tu peux penser à gagner parce que tu étais à 11 contre 10, mais de l'autre côté, si tu as une autre vision, tu te dis, ouais, mais en fait, s'il n'y avait pas non plus 10 arrêts en une mi-temps, et tu serais peut-être à 3-1, 4-1. Donc en fait, tu viens quand même souffler le chaud et le froid, mais globalement, c'est la prestation, c'est les valeurs. C'est-à-dire que pendant des années, nous... Combatif. On mettait rien sur le terrain. Ça veut dire qu'on jouait avec la peur. On n'avait peut-être pas des joueurs aussi qui avaient ce niveau-là de compétitivité. Là, t'en sors en te disant, ok, super. On a perdu, mais on a montré certaines choses. Wait and see. On verra par la suite. Très bien. C'est ce que je disais. Globalement, vous avez montré un très bon visage, un beau visage. L'Europe ne s'attendait pas à ça. Et vous avez même été encensé dans les presses européennes, que ce soit anglaise, espagnole et même française. Il y a eu des mots... assez élogieux. Mais je trouve que ce qui a été beau de la part de l'OM, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, même si en première mi-temps vous avez assumé ce déséquilibre et vous avez pris beaucoup d'occasions, c'est le fait en fait de toujours ouvrir le jeu. Je trouve que vous êtes venu en fait au Bernabéu avec en ouvrant le jeu. Il y avait une volonté réelle de De Zerbi de ressortir les ballons proprement. Il y a aussi notamment beaucoup d'erreurs de Rouli à la relance, etc. Exactement. Et pas mal de pertes de balles, en fait, pas mal de moments où le Real a repris le ballon très très haut parce qu'il y avait un peu de déchets techniques, etc. Mais il y a eu toujours cette volonté d'essayer. Et c'est comme ça finalement que ça vous a permis, vous avez été récompensé pour marquer le premier but. Et après il y a eu cette domination qui a fait que le Real est rapidement revenu dans la partie, mais franchement c'était, en tout cas ça a été un match. Ce que je me souviens, c'est qu'après la première mi-temps, je me disais c'est un sacré beau match. C'est un sacré beau match. Et déjà à ce niveau-là, je pense que en tant que Marseillais, en tant que supporter, tu peux être hyper fier de ça. Et en tant que moi supporter du Real, j'avais été aussi très satisfait par la première mi-temps, beaucoup moins par la deuxième. Et même à la fin, je pense que si vous aviez poussé un peu plus à partir du carton rouge, et c'est là où j'ai été déçu un peu de vous, si vous aviez poussé un peu plus, je vous promets que vous auriez pu marquer et vous auriez pu remporter la victoire. Et là, on dirait que vous y avez pas forcément cru, etc. Et si vous y étiez allé avec les mêmes ingrédients que vous avez mis en première mi-temps, ça aurait pu largement passer. Parce que t'es à 11 contre 10 dans le schéma où il y a un but d'écart. T'as Carvajal qui fait un truc lunaire. Je comprends même pas pourquoi. Alors il vient. Après, il s'appelle Carvajal, on le connaît pour ça. Voilà, exactement. mais genre en fait, tu vois, si c'est un autre joueur, c'est-à-dire que si c'est un rookie entre guillemets, genre qui fait ça, tu te dis bon, c'est un jeune, il a cédé un peu à la pression. Là, c'est un ancien qui a gagné il y a même pas si longtemps que ça le championnat d'Europe. Il est capable de te faire une connerie. Et là, t'arrives où t'es à 11 contre 10 et t'arrêtes de jouer. Tu fais des passes latérales, O'Reilly, Vermeulen. Tu leur dis, les gars, avancez, faites-le. Et je regardais De Zerbi. Effectivement, De Zerbi, il était dans la même philosophie. C'est que, les gars, il y a quelque chose à gratter là.
Pas du tout. Anesthésié. Après, tu vois, c'est comme tu l'as dit encore une fois, certes, c'est du 10 contre 11. Il y a aussi, certes, ce que le coach a donné comme instruction. Et il y a aussi l'atmosphère du Bernabéu qui est là. Quand le Bernabéu prend un rouge, c'est pas le joueur de stade. Maintenant, parce qu'avant, ils avaient cette habitude de s'éteindre. Maintenant, ils commencent à prendre le pli de un peu plus se révolter sur certaines décisions et à pousser un peu plus derrière leurs supporters. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, il y a peut-être aussi ça qui a joué du côté de Marseille, le mental. Donc, vous sortez de là, classico. On sait que Paris a quelques blessés, etc. Un broglio incroyable. Ça, on l'évoquera. La météo, on l'évoquera plus. La météo, match reporté, le jour du Ballon d'Or, le jour du Ballon d'Or, etc. On voyait déjà certaines excuses qui commençaient à sortir sur tous les réseaux. Oui, il va nous manquer tel joueur. Oui, c'est inadmissible. Oui, un tel a payé un tel. Bref. Le match arrive et en fait, on repart sur les mêmes ingrédients. On repart sur cette même envie, sur cette même combativité, avec un Marseille qui presse très haut dès le début et qui finit par justement marquer d'entrée. Paris n'a pas pu développer son jeu habituel, même si certes, oui, encore une fois, il manquait le jeu, mais pour moi, encore une fois, il y a toujours une chose qui parle, c'est la vérité du terrain. Bien sûr. Et on ressort sur une victoire qui n'était plus arrivée depuis 14 ans. Peu importe que ce soit un 1-0, peu importe que ce soit un CSC. Vous, Marseille, toi, t'étais à Marseille. Oui. Ils ont quand même fêté ça comme si c'était un titre. Hein. C'est pour ça, c'est là où je veux en venir. Comment vous êtes actuellement, mentalement, à ce moment-là? J'ai vu que tu as fait des grands bisous sur la tête d'un monsieur. C'est la passion, les gars. Voilà. C'est la passion, on devient fou. Vous étiez fou. Et je voyais des Désherbis, tous les joueurs, même des joueurs qui sont arrivés. Désherbis, il le dit, hein, c'est sa plus belle émotion depuis qu'il est entraîneur à Marseille. De ce que j'ai compris. On voit une émotion folle. Une sacrée répercussion. Parce que c'est vrai que... Vraiment, moi, la question, le truc, c'est dis-nous le ressenti en tant que supporter marseillais et comment vous étiez, vous, dans la ville, dans le stade. Moi, je te cache pas que quelques heures et quelques jours avant le match, j'étais pas forcément plus serein que ça. J'étais pas serein parce que, en fait, bizarrement, mais le fait que le PSG ait des absents, ça te met automatiquement beaucoup plus de pression. Parce que, évidemment, il y a le storytelling qui va te dire, là, en gros, c'est le moment ou jamais. Si vous gagnez pas, sachant qu'il leur manque le Ballon d'Or, il leur manque Désiré Doué, il leur manque Gvara, il était là, mais il leur manque même Barcola, carrément, genre qui avait dit forfait la veille, automatiquement, en fait, là, les regards, ils sont directement vers toi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez proposer? Si tu ne prends pas là, crois pas que tu vas le prendre dans 6 mois, dans 1 an ou autre. Donc, voilà. Et moi, j'étais dans le sentiment de me dire, j'aurais aimé, avant le match, j'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus sûr de notre jeu pour affronter ce pari-là et très clairement avoir des certitudes de leur enfoncer la tête sous l'eau et de dire, voilà, aujourd'hui, on va prendre ce match-là avec la manière. Parce que le but, c'était, comme on l'avait évoqué lors du dernier podcast, c'était pas simplement de gagner 1-0 pour gagner 1-0. Parce qu'on l'a fait quand on est allé au Parc des Princes. On l'a fait, par contre, avec la manière en Coupe de France, avec le but de Malinowski. Là, il y a eu la manière. Pour moi, c'était l'une de mes plus grandes fiertés en tant que supporter. C'est de pas simplement me réfugier derrière un résultat qui te fait du bien à l'instant T, mais sur lequel tu ne peux pas capitaliser. D'accord ? Donc, moi... Le besoin de pouvoir être fier de mon équipe, c'était dans la même dynamique que contre le Real Madrid, c'est au niveau de l'attitude. Tu commences le match, tu leur mets la pression, tu vas les chercher haut, tu vois Wea qui dépassement de fonction, qui va aller projeter, etc. Et en fait, là, quand tu marques, tu te dis, ok, on l'a fait, c'est bien, déjà ça te débloque parce que ça faisait des années que tu n'avais pas marqué en Ligue 1 contre le PSG, mais de l'autre côté, tu te dis... mais de l'autre côté, tu te dis... Ah ouais, en fait, il reste encore 80 minutes là. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, genre, tu marques, mais tu te dis, on a la chanson, plus dur, mais maintenant, il faut tenir. Mais moi, la chanson, je l'avais, c'était on marque 1-0, il y a un coup franc, parce qu'à la fin, il y a un dernier coup franc et tout. Je me dis, on va se prendre la même clim que Cavani là. En 2017, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il va se passer un truc où ils vont mettre coup franc, une tête bizarre, et là, 1-1, plus de bruit dans le stade. Et tu te dis, encore une fois, on va passer à côté une année de plus. Donc là, c'est vrai que j'étais quand même pas si serein que ça, malgré le fait que je me disais, c'est le moment ou jamais, parce qu'il y avait beaucoup de pression sur nous.
Il était tendu. Ouais. Il était tendu, Oliver. Oui. On l'a vu. Mais quand il a lâché les vannes, il a tout lâché. Mais après, oui. Tu vois, la dernière fois, on parlait justement de la pression que les supporters mettaient sur le club, sur les joueurs et tout ça. Et bizarrement, je sais pas, de mon point de vue, je suis pas supporter marseillais, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous étiez unis. Il n'y avait pas ce truc de on met la pression, t'as intérêt à faire ça, vous avez intérêt à faire ça, vous avez. J'ai pas vu le seul moment où il y a vraiment eu une intervention des instances, c'était vraiment par rapport au décalage des matchs. À l'organisation. Par rapport à l'organisation, exactement. Mais j'ai senti que vraiment là, vous étiez là, il y avait une unité pour vraiment les soutenir et que même vous, excepté toi peut-être, vous sentiez que vous pouviez faire quelque chose en tant que supporter. Moi, j'ai ressenti ça à travers les réseaux, bien sûr. Ouais, parce que tu avais quand même la force de sortir de Madrid en disant on n'a pas été ridicule. Et si on arrive à reproduire ça quelques jours plus tard contre le PSG, je pense que ça, ne serait-ce qu'à travers l'attitude, ça te permettra de pouvoir challenger. Parce que même si, en fait, le PSG, il leur manque leurs individualités, mais on l'a vu encore et on l'évoquera contre Barcelone, la force du PSG réside évidemment dans les individualités. Parce que c'est vrai que pendant un moment, le PSG n'était pas en réussite la saison dernière, mais la force du collectif fait que tant que ça sera une équipe de Luis Enrique avec l'énergie qu'il leur donne et la niaque, il peut tout se passer. C'est un argument que je donnerai tout à l'heure quand on parlera justement sur les résultats de Ligue des Champions, etc. Mais oui. Et toi, Aimé, justement, c'était quoi ton recul là-dessus? T'as suivi un peu tout ça? Classico. Moi, j'étais Ballon d'Or. Moi, je suis parti de la génération Ballon d'Or, moi. Non, honnêtement, c'est vrai que j'ai pas forcément regardé le Classico, donc je vais pas m'étaler dessus. J'ai regardé les résumés, etc. J'ai vu qu'il y avait quand même volonté au début, du coup, de mettre la pression, ce qui a amené le premier but, ce que reçu un CSC, je crois, au final. Ouais, au final, ouais. Finalement, au final. Et en fait, c'est bien parce que c'est un beau résultat. Et ce qui fait surtout plaisir pour Marseille, c'est que c'est pas un résultat isolé, mais c'est que derrière, pour une fois, en fait, on commence à avoir de la continuité et on va y venir justement sur le OM Ajax. On l'a vu du coup à Strasbourg et maintenant sur le match qu'ils font contre l'Ajax. Et on se dit maintenant, on commence à se dire que peut-être l'OM peut faire cette saison qu'on attend depuis longtemps, où en plus il y a un effectif qui franchement assez magnifique avec un Aubameyang complètement en feu en ce moment. Des jeunes joueurs comme Bilal Nadir, même Pekchao, etc. qui a marqué ses premiers buts contre l'Ajax. Et du coup, en tout cas, moi, ce que j'attends de l'OM, c'est cette continuité en fait, de se mettre en confiance. La victoire à Strasbourg, déjà, elle fait beaucoup de bien. C'est des matchs, il y a 1 ou 2 ans, peut-être tu les gagnais plus. Non, l'année dernière, ils gagnent pas contre Strasbourg. J'étais quasiment, bon, peut-être pas autant content, mais j'étais vraiment heureux du dénouement qu'il y a eu contre Strasbourg, parce qu'en fait, je voulais pas que la victoire contre le PSG soit un épiphénomène, parce qu'en fait, en soi, moi, gagner contre le PSG, genre, moi, j'ai pas d'animosité contre le PSG. C'est-à-dire que je suis pas dans une guéguerre à me dire, ouais, voilà, je vais pouvoir après fanfaronner, ou genre, je vais pouvoir leur dire, ouais, c'est bon, on est le plus grand club. Pas du tout. Mais en fait, c'est juste de me dire, on gagne contre eux, très bien, soulagement. Mais il faut construire autour de ça. Il faut qu'à un moment donné, ça soit fondateur. Parce que combien d'équipes on a vu jouer contre le PSG, leur meilleur match, parce que c'est dimanche soir, 21h, ton stade il est rempli, Lyon. etc. Et après, et après, quand tu joues 3, 4, 5 jours, tu vas te déplacer à Reims, Auguste Delaune, et que, finalement, il n'y a personne dans le stade. Là, on se pose la question, mais en fait, où sont les joueurs je prends exactement l'exemple de Lyon, qui ont toujours eu l'habitude de poser des problèmes au PSG à chaque fois qu'ils jouent leur match de la saison et après s'effondrent sur 2-3 matchs qui suivent et ça leur arrive quasiment chaque saison. Et là, ce que fait Marseille justement, c'est cette continuité à Strasbourg, capitaliser dessus. Ajax, et maintenant il faut régularité. Franchement, ça va être intéressant la saison. Parce que ma plus grosse blessure, moi, c'était de pouvoir faire un match all-time contre le PSG, Messi, Neymar, Coupe de France 2022. Et après, tu sors contre Annecy. Ça m'avait beaucoup fait rire là. Ça m'avait beaucoup fait rire. On te dit que tu as la A86, la A6 pour aller remporter ton trophée depuis des années et tu vas aller béton, pas contre Annecy, là-bas à Annecy, à Marseille. Chez toi. C'était au Vélodrome, C'est-à-dire que moi là, à ce moment-là, je vomissais du foot. C'est-à-dire moi je voulais plus qu'on parle de foot. Après, tu vois, comme on disait tout à l'heure, Monaco, ils ont une régularité à vouloir relever des joueurs. Vous avez cette régularité à tomber contre des vieilles équipes. Moi, je me souviens que l'année où il y a Nîmes là, qui est les crocos là. Il y a eu Dunkerque, il y a eu Dunkerque, il y a eu une équipe là. Je crois que
C'est vous aussi, Arles Avignon. Carquefou, frère. Voilà, il y a des noms, frère. Il y a des noms gros. Il y a beaucoup de noms. Et à chaque fois, ça tombe sur vous. Ça se trouve, genre, peut-être on va perdre contre une équipe derrière, là. Genre, je sais pas moi, genre US Montlhéry ou. À un moment donné, il y a un nom comme ça qui va arriver. Vous allez tomber contre Versailles. Et ça vous arrive à chaque fois. Donc, oui, pour une fois, oui. Il y a cette régularité qui commence à prendre forme. Ouais. Vous avez ces résultats qui se montrent. Et ensuite, on enchaîne. Oui. On enchaîne. Et pas avec une moindre victoire, avec un carton. Ouais. Là, c'est un vrai carton avec une maîtrise de la tête et des épaules face à l'Ajax. Après, on va dire, oui, l'Ajax, ils sont plus souverains dans leur championnat. Mais pour moi, faut pas le minimiser. Il faut jamais minimiser ce genre d'équipe en Coupe d'Europe. Exactement. Parce que de toute façon, l'histoire. Vas-y. Surtout qu'en plus, je veux dire, tu leur mets 3-0 mi-temps, c'est pas des choses qui arrivent tout le temps, quoi. Non. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui arrivent tout le temps, tu leur mets 3-0 mi-temps, tu leur mets la tête sous l'eau. 4-0, il y a des performances individuelles. Je parlais d'Aubameyang tout à l'heure. Le mec, franchement, Aubameyang, je crois que c'est l'un des attaquants les plus sous-cotés des 10-20 dernières années. Moi, l'année où il arrive à Barcelone, quand il vient à Barcelone et qu'on vous tape 4-0, là. On vous tape 4-0, je me dis, mais à quel moment tu vois Aubameyang, il met un doublé. Ouais, il met un doublé. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Mais surtout que je crois que partout où il est passé, il performe toujours. Il marche toujours. Que ce soit à Dortmund, je me rappelle de son jeu avec Dembélé. À Saint-Etienne, où c'était bizarre. Même à Arsenal, c'était l'un des meilleurs joueurs quand il était. Et je pense que l'Europe a de la chance qu'il n'ait pas tombé dans le Arsenal de Arteta qui commence à prendre forme. Parce qu'avec un Aubameyang plutôt que Gyökeres, etc., je pense que ça aurait été une dinguerie. Mais franchement, Aubameyang, le match qu'il fait, la qualité technique qu'il a, je crois qu'il a 37 ans. Il est encore rapide comme s'il en avait 25, il fait des touches, des passes en une touche. Le premier but de Pekchao, la touche du pied gauche incroyable. Elle est magnifique. Vraiment, c'est bien senti. Tu sens que c'est un cran au-dessus, en fait. Genre que c'est le joueur européen, ça. En fait, c'est un joueur, il est au-dessus. Mais après, tu sens que Aubameyang, c'est le joueur. On l'a tellement enterré que quand il revient dans un club. Partout, c'est incroyable ce joueur. Quand il revient dans un club. Il a plus rien à perdre. Il joue vraiment, c'est foot plaisir, foot champagne. Il s'amuse, il prend plaisir, donc ça se retranscrit sur le terrain. Par contre, moi je lui reproche deux choses. Il est jamais content. T'as vu? Bah oui, il est jamais content. T'as vu sa coupe de cheveux là? Non mais gros. Non, je suis d'accord. Non, gros. Après, pour sa défense, est-ce qu'il peut faire autre chose? Je sais pas. Moi, t'as vu, j'ai du mal à être fier d'un boug quand même. Genre, ça commence trop loin. Ça commence loin. Mais c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'il peut faire autre chose? Je sais pas. Parce qu'après, il y a la forme de la tête. Mais 37 ans, tu fais encore des cabrioles quand tu marques là. Tu fais des accrochements là. Il fait des saltos. Non, en vrai, c'est cool parce qu'il prend du plaisir. En plus, il joue jusqu'à 50 ans, etc. En fait, c'est un joueur, j'ai envie de dire, tout le monde l'aime bien, quoi. Exactement. Comme les joueurs zéro hater. Bonne humeur, toujours sourire. Et à la base, quand même, il était venu et on se disait que ça allait être le remplaçant de Gouiri. Il allait entre guillemets encadrer Gouiri pour qu'il puisse un peu. Attention Gouiri quand même. Voilà, mais genre qu'il allait pouvoir aider Gouiri à step up parce que Gouiri n'a pas eu de continuité dans ses histoires club. Il a toujours eu 6 mois et là, c'est malheureusement ce qu'on voit. C'est pour ça que pour moi, genre il y a quand même un hic au niveau de l'attaque, c'est que normalement Gouiri, ça devait être le numéro 1 et Aubameyang est là pour tourner, pour faire des fins de match, pour voilà. Maintenant, malheureusement, Gouiri, il est dans une passe qui est très compliquée parce que il est très bon dans le jeu. Par contre, vraiment, je trouve qu'il arrive à pouvoir prendre la pression parce que souvent, nous, donc on repart de très bas et lui c'est souvent un peu comme a fait Aubameyang, le gars que tu vas aller chercher tout de suite et si lui il est pas fort au niveau des appuis, c'est ça. Tu perds la balle, donc en fait au bout d'un moment genre t'as la pression et lui il arrive à faire ça, mais par contre dans la finition le match de Strasbourg il est horrible. Le match de Strasbourg où genre tu peux planter ton équipe à travers des occasions qui normalement on dit pas à chaque occasion un but, mais là t'as quasiment 2-3 grosses occasions. Tu as 1 sur 2 qui peuvent te faire lire après le match de Marseille différemment de oui on a gagné un peu au forceps, etc. Non, Gouiri vraiment là j'espère qu'il va pouvoir revenir dans le bon sens et être vraiment tiré par l'énergie collective que là on essaie de mettre. Exactement. Franchement, ce que vous montrez avec Aubameyang, on a parlé de l'effectif. Votre effectif, j'avais pas vu tout l'effectif au complet. Bien sûr. Et là, je me dis que le travail. Merci Mehdi. Le travail il a été profond. Aller chercher O'Reilly, qui était vu en Angleterre comme un crack et que certains clubs voulaient.
aller chercher Vermeeren qui est sûrement l'un des cracks au milieu que l'Atlético, je sais pas comment eux aussi se démerdent pour aller chercher des joueurs comme ça. Vermeeren, bien sûr. Peshao, Medina confirmé, Facundo Medina. Et quand tu sais que tu peux te permettre de jouer avec Aubameyang, t'as Guéry, tu peux mettre Weah sur le banc ou le faire rentrer, sachant que Weah, il peut jouer ailier, il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite, il peut jouer milieu. T'as une poutre, t'as énormément de possibilités et tu rajoutes de l'expérience avec des joueurs comme Pavard. Donc là, en vrai, sur cette saison, on se dit, oui, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et on a posé la question justement sur Amigol de est-ce que Marseille allait sortir sur la phase de poule. Et en vrai, pour un club comme vous, on a mis oui ou non, on les voit gagner 4-0 contre l'Ajax, on se dit oui, c'est possible. Oui. Mais comme c'est Marseille, le non est tout aussi possible. Parce que on sait qu'à un moment, il peut y avoir une histoire externe qui fait que vous allez vous effondrer. Il peut y avoir une histoire interne qui fait que vous allez vous effondrer et vous n'allez pas tenir. Ouais, bien sûr. Mais quand tu regardes l'effectif et ce que vous avez déployé sur les dernières semaines, il n'y a que des feux verts. C'est prometteur parce que la séquence, elle devait être horrible. La séquence, quand t'arrives pas à... Genre quand tu perds à Lyon, quand tu fais des contre-performances comme ça et qu'effectivement il y a l'histoire Rabunana, mais quand tu regardes Real, Paris, Strasbourg, Ajax, tu te dis, le calendrier, si on peut prendre 2 victoires sur ça, franchement, déjà c'est très bien. Là finalement t'en sors quand même grandi, avec plein d'espoir. Évidemment faut pas non plus s'emballer parce que la saison elle est très longue. On l'a vu la saison dernière, tu passes par de multiples événements, tu vas aller faire des retiros là-bas à Rome pour essayer de ressouder ton équipe, bref, donc doucement. Mais la séquence, on s'en est très bien sorti par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer avec le manque de confiance qu'on avait et les hésitations. Mais maintenant, juste sur le calendrier de l'OM, en termes de Ligue des Champions, je pense que le football français ne peut pas se permettre de minimiser des pays comme le Portugal, où des fois on dit « Ah, mais c'est les Belges, c'est les Portugais, c'est les Turcs. » À part le PSG, qui selon moi n'est pas une équipe française en termes de pouvoir, de puissance, aucun club français n'est en capacité de pouvoir se dire aujourd'hui, en fait, nous on est meilleurs que les Belges, nous on est meilleurs que... En fait, j'ai eu cette discussion récemment. Parce qu'en fait, nous on parle de Big Five. J'avais vu une vidéo là tournée en disant oui, mais en fait, la France fait partie du Big Five européen. Ça se trouve, c'est nous qui le disons, mais en fait, nos résultats européens ne sont pas si bons pour se autoproclamer. On a un club, c'est vrai. Mais derrière... Ça ne suit pas. Et j'ai eu cette discussion il y a quelques mois, l'été dernier, et hier ou avant-hier, justement, après ce qui s'est passé par rapport à Paris-Barcelone, qui disait que oui, l'Espagne, un gars qui disait que l'Espagne, c'est faible. Il dit l'Espagne, c'est faible, c'est pour ça qu'ils perdent contre le PSG. Regarde l'équipe du PSG, c'était une équipe bis. J'en conviens totalement. Pour écarter juste le PSG et Barcelone. À quel moment nous... On a Séville, nous Non, mais attends, vas-y. Club français, on peut se permettre de dire que nous, en France, notre championnat est supérieur à celui des Italiens, supérieur à celui des Allemands, et supérieur à celui des Espagnols. Les Espagnols, en dehors de Barcelone, du Real et même de l'Atlético, il n'y a aucun club qui se rapproche de Séville. Mais aucun. Aucun. En Italie, aucun. Il n'y a aucun club qui se rapproche de l'Atalanta ou de Naples. Non. En Allemagne, même Francfort. Bien sûr. Francfort. Mais ils prennent l'Europa League. Ils prennent l'Europa League. Francfort est plus régulier. Des gros résultats en plus. Francfort est plus régulier que certains clubs français qui sont dans le top 5. Et même en Angleterre, je suis désolé, il y a un club actuellement, et je vais faire exprès de parler de ce club-là, même s'ils n'ont rien gagné de niveau européennement. Vas-y. Sur les gros clubs, Crystal Palace est plus régulier que certains grands clubs français qui jouent les gros régulièrement. Je vois ce que tu veux dire. Crystal Palace. Et même Newcastle est plus... Newcastle, là, c'est beaucoup plus... Newcastle est plus terrifiant que Rennes, est plus terrifiant que Marseille. Exactement.
Après, l'Angleterre, il n'y a même pas de comparaison. Mais généralement, on compare souvent la Ligue 1. On parle souvent de la Bundesliga. Quand j'entends, pour moi, c'est très arrogant de penser que la Ligue 1, c'est au-dessus de la Bundesliga parce que les défenses, elles sont plus ouvertes, etc. Voilà. On parle beaucoup, on parle un peu de l'Espagne et aussi l'Italie. Oui. Mais pour moi, il n'y a jamais de la vie. La Ligue 1 se rapproche de un de ces 3 championnats. Pour moi, on se tape avec le Portugal parce qu'en fait, il ne faut pas mentir. Mais quand on regarde, là encore récemment, il n'y avait pas un match Benfica contre une équipe française et on passe pas. C'était Nice. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu vois, en fait, genre. Encore eux. Normalement, si on est. Et pourtant, Karabakh va gagner à Benfica. Voilà, exactement. Quand on explique que Benfica, ils ont trop d'expérience, etc. C'est compliqué de tomber sur eux. Déjà, t'arrives en fait sur le truc. En plus, ça me fume parce que dès qu'il y a eu les tirages, on tombe sur Benfica. C'est terminé pour la Ligue des Champions. On plie bagage, on s'en va. Tout ça, c'est ce que j'ai compris. Alors qu'au final, Karabakh va gagner à Benfica. Donc, au final, c'est pas une équipe insurmontable. Non, c'est pas une équipe insurmontable, mais en fait, finalement, genre, t'as que très peu, toi, de certitude en tant que club français parce que, comme on l'a dit, une année, tu la joues, pendant 3 ans, tu la joues pas, etc. Et puis, mais donc, en fait, moi, je me dis, nous, on est là à minimiser. Ouais, c'est les Belges. Ah oui, c'est l'Union Saint-Gilloise. Ah oui, c'est Bruges, etc. Mais quand tu regardes Bruges, leur dernière campagne européenne, elle est bien meilleure. Déjà, ils sont en Ligue des Champions. Déjà, genre, ils arrivent à gagner contre des cadors. Donc, en fait, au bout d'un moment, je pense que nous, on vit à travers le Paris Saint-Germain. Mais si tu retires le Paris Saint-Germain et tu regardes vraiment les résultats, et Marseille compris, t'arrives pas à gagner. Oui, tu fais des petites épopées par-ci par-là, mais t'as pas de continuité. C'est-à-dire que Lyon aujourd'hui, oui, effectivement, ils ont été durant des années. Mais là, maintenant, ils sont plus invités à ces joutes européennes. Ils sont plus dans la discussion. Tu vois ? Donc là, effectivement, nous, on n'a pas à dire qu'on est top 5. Parce que si on regarde ne serait-ce que le nombre de Coupes d'Europe, on n'est pas top 5. C'est ça. On n'est pas top 5. Portugal a plus. Tous les clubs, en tout cas tous les pays autour. Portugal a plus. Pays-Bas. Et tu sais qu'en fait, là, pendant une période, proportion gardée, bien sûr, l'Écosse aussi était. Ouais. L'Écosse. Bien sûr. Non, mais tu vois. Oui, l'Écosse. Non, mais ils ont une LDC. Oui. Ils ont une LDC. Quand tu parles. C'est pour ça que j'ai dit proportion gardée. Mais en termes de. Parce qu'ils sont claqués, on va pas se mentir, avec leur club, Aberdeen, tout ça. Mais factuellement, sur l'histoire des titres et tout ça, on était limite derrière eux. En termes de titres, on était à égalité avec eux. Donc, voilà, on peut pas se permettre de trop l'ouvrir. En tout cas, Marseille a montré un très beau visage. Ouais, wait and see. Et pour le coup, comme tu le dis, wait and see. Et franchement. On espère qu'ils vont continuer. De toute façon, comme tu as dit, tu dois arriver dans les 24, ensuite offrir des émotions. T'en offres déjà un petit peu. Exactement. Et il y aura ce match contre Liverpool, sera tout à la fin. Il y aura des matchs, je crois, il y a Bruges, je comprends. Oui, Bruges, Union Saint-Gilloise, Atalanta, Newcastle à domicile. En fait, il y aura des très beaux matchs aussi, mais qui seront en même temps des tests, mais qui seront en même temps assez accessibles. Donc, tu pourras complètement te tester, sans que ça soit non plus des marches trop hautes dès le début. Du coup, pour moi, franchement, comme tu as dit, wait and see. Et si vous sortez bien de là, c'est-à-dire que la phase à élimination directe, vous pourrez aussi montrer des choses. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc voilà. Sur un match à domicile, Non, franchement, déjà, t'as pris 3 points. Tu devais les prendre. Tu les as pris. Pour moi, autre chose qu'une victoire, j'aurais pas pu raconter une autre histoire. J'aurais pas pu dire « Ah oui, mais c'est très bien de prendre un point. Déjà, on vient de loin et tout. » Non. Ajax décimé. Toi, sur une bonne série, t'es à domicile. Oui, tu n'as pas un bagage européen de ce niveau-là, mais tu dois prendre tes 3 points. Et après, par la suite, effectivement, si tu perds contre Newcastle, contre l'Atalanta, peut-être qu'on pourra raconter une autre histoire. Mais là, aujourd'hui, l'Ajax, gros. L'Ajax. Donc, oui, tu devais prendre tes points. Que ce soit même sur un 2-1, peu importe, tu devais gagner. Tu devais prendre ces 3 points. Ouais, ok. Donc, belle semaine, classico, montrer un beau visage, c'est très bien. De l'autre côté, et là, on va bien parler même. On va parler les cassamoulés, on va parler français. Paris, la rencontre de gala que tout le monde attendait depuis des années, surtout l'année dernière, parce que beaucoup ont parlé, certains de mes supporters. J'aurai un message pour vous d'ailleurs. Pas toi. Ah, moi je suis pas dedans. Ah ouais? Moi je suis pas dedans. Non, moi je suis en mode ouais, mais parce que moi ça passera pas. Ouais, mais t'as pris du plaisir quand même. Genre la saison dernière, t'as pris du plaisir. Moi depuis tout petit, j'ai toujours. Il y a qu'une seule période où je me permettais d'être arrogant avec Barcelone parce que je sais que à cette période-là, t'arrives face à Barcelone, tu prends ta claque. Il y a juste deux équipes que Bayern, Chelsea. D'accord. J'ai toujours eu peur d'eux. Mais 2005, 2010, 2011,
viens, tu m'envoies qui tu veux, mais maintenant, après 2015. C'était Poquito, ça, c'est normal. Voilà, après 2015. Il y avait tout le monde à cette époque-là. Mais après 2015, je regardais les supporters, je regardais les matchs. Quand tu avais, à cette époque-là, Messi, Ter Stegen et Rakitic qui tenaient l'équipe à bout de bras, sincèrement, quand il y a le 8-2 du Bayern, là, j'étais pas surpris. Ah ouais. Moi, j'avais tweeté, j'ai dit, ce match... Ah, 8-2 quand même. J'avais tweeté, non, pas 8-2, j'ai dit, Bayern-Barcelone, là, du confinement, là. Les gars, c'est 3-0 minimum. Parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la défense, ça commençait à être de plus en plus catastrophique. C'était Sergio Roberto. Au milieu, t'avais... Qui se souvient du milieu? Il y avait Vidal. Arturo Vidal au milieu. Vidal, c'est vrai que Paulinho et il y avait... Paulinho, pas mal quand même. En championnat, en Ligue des Champions. Championnat, Ligue des Champions. Serginho Dest, à qui on a mis une pression énorme. C'est vrai. Et derrière, t'as juste Ter Stegen qui était là pour sauver... C'était qui le mec à gauche déjà? C'était Alba encore? Il y avait encore Alba, mais c'était la mobilette, frère. Tu es la petite mobilette, il commençait à se faire boire par tout le monde. Mais pour revenir sur le présent maintenant, Paris, on a un Paris qui décimé, Désiré Doué absent, Dembous pas présent, Kvara qui a été forfait vraiment à dernière minute. Et de l'autre côté, on a aussi Neves. Neves de dernière seconde. C'est vraiment dernière seconde. Vraiment, lui, il devait jouer le match, on l'enlève à la fin. Ça veut dire qu'il y a 5 actions majeurs, t'as pas le capitaine, t'as pas le ballon d'or, t'as pas l'attaque, t'as l'attaque Z. Ils vont... Après, attention à ça. Moi, justement, c'est pour ça que tout à l'heure, on va parler de collectif. Vraiment attention à ça. Et de l'autre côté, t'as aussi Barcelone. Voilà. Johan Garcia. Tranquille. Pour moi, non. Je vais te dire pourquoi. Johan Garcia qui est pas là. Baldé qui est pas là. Non, mais ça vous fait rire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Baldé qui est pas là. Mais la balance là, elle est pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis d'accord avec ça. Non, mais je dis juste que chaque équipe avait ses absents de l'importance de la taille du club, de leur titre et tout ça. Donc certains attendaient un match de gala et certains attendaient avoir Barcelone largement au-dessus. Pour moi, je dis bien pour moi, la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone n'est pas une surprise, même si on prend le contexte qu'ils vont se déplacer à Montjuïc, que soi-disant ils vont leur mettre un pressing. Non, c'est dur. Non, pour moi, c'est pas une surprise. Pour moi, c'est pas une surprise. Genre avec Mayoulou, etc. Mbaye quand même. Regarde, c'est Mbaye et Mayoulou. Sur l'équipe qui est titulaire au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, Pacho au centre, Zabarni au milieu, au centre encore. Au milieu, il y a c'était qui? Fabian Ruiz, Vitinha, Warren. Et Warren. Excepté Mayoulou, Mbaye, Warren. Et Barcola. Non, Et Marquinhos derrière, en tout cas, genre qui est pas là, etc. Il était pas là. Excepté Mbaye, Mayoulou et Warren, de tous les joueurs que j'ai cités, lequel ne peut pas être titulaire à Barcelone? Les 4 que t'as cités. En vrai, les 4 que t'as cités. Tout le reste. Voilà. Donc, on commence par ça. Nuno Mendes, Nuno Mendes prend la place. Il bouffe Gérard. Hakimi, il bouffe Gérard. Il bouffe Koundé aussi. Bien sûr. Au milieu, la seule Pedri, tu joues pas. Hein. Au PSG, il joue. La seule contrebalance, c'est ça que j'allais dire, la seule contrebalance que tu peux avoir, Pedri au milieu et Frenkie de Jong qui peut se taper. C'est ça, qui se tape avec Fabian Ruiz. Et peut-être, si tu veux, Zabarni, il est plus performant, je pense qu'il est plus performant actuellement que Koubarsi et Eric Garcia. Je prends Zabarni. Quand tu regardes l'équipe, et on parlait de collectif tout à l'heure, le collectif de Paris, Enrique, il a fait une machine à gaz, un truc monstrueux. Même si Barcelone a son collectif, ils sont bien huilés en championnat. Mais face à ces grosses adversités, et on l'a même vu face au Rayo Vallecano, on frôle la correctionnelle. Paris, ils ont ce collectif où même si tu peux leur retirer 2-3 joueurs, ils vont pouvoir montrer qu'ils peuvent être supérieurs à toi physiquement et à un moment, ils vont prendre le dessus. Et c'est ce qui s'est passé face à Barcelone. Ouais, mais quand tu vois, en fait, moi, je trouve qu'en fait, la séquence, elle est compliquée parce que malheureusement pour Barcelone, il y a
une semaine avant, tu vois le Paris Saint-Germain venir aussi décimé, mais même moins décimé que finalement ce qu'ils vont présenter à Montjuic, et se faire bouffer pendant, on va dire, quasiment une bonne trentaine de minutes, première mi-temps, etc., et en ressortir avec une défaite. Donc en fait, tu te dis que la semaine prochaine, quand ils vont rencontrer le Barça, qui a quand même beaucoup plus de talent, beaucoup plus de confiance dans leur jeu, et des joueurs qui font partie des meilleurs au Ballon d'Or, normalement, il doit y avoir une victoire du Barcelone, sachant que il y a quelques jours, t'arrives pas à gagner au Vélodrome et que tu montres quand même genre une prestation qui était mitigée. Et donc en fait, genre c'est pour ça que genre je me dis, comment tu peux te dire que il pourrait ne pas y avoir forcément une victoire de Barcelone avec ce que tu vois genre du PSG par rapport ces derniers jours. Sans retirer la qualité que ce que Paris montre depuis des années et ce qu'ils ont montré sur ce match-là. Paris a montré ce qu'ils savent faire, ce pressing, cette capacité à justement ressortir et tout ça. Mais de l'autre côté, Barcelone l'a montré aussi sur la première mi-temps où tu voyais vraiment la supériorité que Frenkie de Jong et Pedri pouvaient montrer. De l'autre côté, après ces 35 premières minutes, tu sens que quand Frenkie prend son carton jaune, ça commence à ralentir. Tu sens que quand Pedri commence à lever le pied, et surtout quand il sort à la 75e minute, tu sens que on est cuit physiquement. Non seulement ils sont cuits physiquement, d'un côté, t'as un côté gauche qui est quasi inexistant. Parce que tu as Rashford qui crée, qui essaie de... Il y a du déchet et tout ça, mais c'est laborieux. De l'autre côté, t'as Yamal qui revient. Oui, aussi, bien sûr. Il revient, mais lui aussi, il était ronronnant. Il dormait. Mais en fait, t'arrives à marquer 1-0. Tu mets le 1-0, t'es quand même favorable. Mais en plus, t'es favorable sur ce but. C'est un but collectif, c'est créé et tout. Mais tu sens que les lacunes face à un collectif qui est vraiment bien huilé, même si tu as les Mbaye qui déméritent pas face à Koundé. Non. Et même Bayoulou. En plus, au début, même Mayoulou. Mbaye, il est à droite, ensuite il passe à gauche, et c'est là où il commence à faire un match qui est beaucoup plus intéressant. Exact. Et parce que moi, en fait, au début, justement, c'est quand vous mettiez la pression, ce que je voyais du PSG, c'est qu'ils avaient du mal à ressortir les ballons. Et c'est là où, par exemple, l'absence dans Dembélé faisait mal, parce que Dembélé, lui, il avait cette habitude de redescendre au milieu de terrain pour ensuite distribuer, etc. Et ça, c'est des joueurs, je savais que Mayoulou, peut-être que ça allait être un peu plus compliqué de le faire devant Pedri, etc. Même Mbaye, c'était beaucoup plus compliqué de garder les ballons. Et Barcola, c'est plutôt un jeu de profondeur, d'accélération, etc. Du coup, je me disais que le PSG, même s'ils avaient un bon milieu, ils n'avaient pas forcément de solution pour tenir le ballon devant. Et c'est là où j'ai quand même été surpris, parce que tu me parlais aussi des absences et du fait qu'il y a quand même Yamal qui revient. Même côté PSG, je crois que Vitinha aussi revenait. Il avait eu des problèmes physiques récemment. C'est qu'il y avait aussi ce problème-là côté PSG. Et malgré ça, le Barça, en fait, s'est fait bouffer aussi physiquement. C'est-à-dire qu'à la seconde mi-temps, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Ils étaient cuits. Ils étaient complètement cuits. Ils n'arrivaient plus à tenir le pressing. C'est le PSG qui pressait. Ils arrivaient à garder le ballon. Deuxième mi-temps, même, Enrique se permet de faire entrer des Njontou, et les joueurs, tu te dis, en fait, et tu vois, ils viennent à Montjuic, etc. Ils jouent à la baballe, limite, en fait, avec toi. Non, mais ils jouent à la baballe. Mais mi-temps, limite, tu peux en prendre 2, tu peux même en prendre 3 presque. C'est pour ça que moi, je dis que si c'est l'équipe 1, franchement, tu prends 6-1. Si c'est l'équipe 1, là, avec cet effectif de Barcelone aussi, bien sûr. Paris met une valise. Paris met une valise parce que les lacunes sont beaucoup trop graves. Par exemple, quand on a joué Newcastle, vous avez vu le match de Newcastle? Vous avez vu les transitions rapides? Oui, c'était beaucoup plus fluide, bien sûr. C'est un petit miracle, parce qu'en vrai, c'est Rashford qui, il sort un truc de nulle part, il sort des pétards, il sort un match, il met la tête et tout ça. Mais sinon, dans le c'est laborieux en soi. Et même défensivement, c'est Johan Garcia qui nous sort. Et tu vois, le Johan Garcia que tout le monde rigole parce qu'il est absent, je vous jure que Johan Garcia, en l'espace de 5-6 matchs, il est devenu tellement plus rassurant que Ter Stegen et Szczęsny. Parce que Szczęsny, gestion de profondeur, seigneur, le gardien, il sait pas. La dernière fois qu'il a fait ça, il a pris carton jaune, il a pris carton rouge, il se fait expulser. Ter Stegen, c'est plus le Ter Stegen. Mais là, c'est pas une question de gardien. En tout cas, genre là, c'est pas une question de gardien. Genre, c'est pas une question non, je te parle pas de gardien. Je parle de, en fait, le socle qui est mis, les Rafinha, les Johan Garcia qui sont arrivés. Avec un Rafinha hier ou avant-hier, t'aurais été. Et tu vois, le cas qu'il y a eu, par exemple, l'année dernière avec Dumfries, mais qui était libre sous son couloir. Hakimi, c'était la même chose sur ce match-là, parce que tu as un Gérard Martin qui n'a pas le coffre. Il n'a pas le coffre physique, il n'a pas la boîte de vitesse pour y aller, il a juste une patte gauche, mais il ne monte jamais. Avec un Baldé, ça force forcément un Hakimi
a pas forcément déboulé tout le temps, ou comme l'année dernière, un Dumfries qui déboulait tout le temps. Mais l'entrée, elle est dramatique, hein, par contre, de Baldé. Hein. Elle est dramatique, pourquoi Elle est dramatique, pourquoi Après, bon, oui, phase de reprise, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué de revenir. Même pas en dehors de ça. De revenir, genre, dans un match, on va dire, main event, etc. Mais c'est vrai que moi, je trouve quand même, en tout cas, moi, de mon point de vue, avant le match, je suis désolé, genre, tu me donnes 100 balles, je mets 100 balles sur le Barça. Tout le monde. Genre, je peux pas te raconter. Moi, je mets le Barça au nul parce qu'on sait jamais. Voilà, tout le monde. Mais franchement, je peux pas raconter une histoire où je me dis, ouais, Paris, et je pense même les supporters parisiens. Mais ils avaient un peu préparé le matelas. Voilà, préparer le matelas. Ils avaient préparé la chute et tout. Mais franchement, j'aurais été avec eux. Bah ouais, mais largement. Tranquille, les gars, ils ont affronté, il n'y a pas l'attaque. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais pas. Je parlais des supporters barcelonais qui, l'année dernière, parlaient du fait que. Oui, si on va en finale, on vous aurait tapé et tout ça. Mais vous êtes malade. Vous êtes ce genre de supporters-là font que depuis 2015. Moi, je ne peux pas parler avec eux. Il y a des supporters avec qui je ne parle pas. Les Real de Madrid, Paris, Marseille, parce que c'est impossible de parler avec eux. Bah, par lui. Pardon. Tu en conviens, tu le sais très bien, tu connais tes supporters. Et Barcelone, parce que pour la plupart, ce sont des gars qui sont arrivés à partir de 2012-2015, qui savent pas ce qui se sont passés avant, et qui ont vu cette Ligue de Champions de 2015, qui est déjà pour moi la pire qu'on puisse gagner. Ah ouais, laquelle? La 2015 avec oui. Messi, Neymar, parce que pour moi, c'était 3 joueurs qui tenaient l'équipe à bout de bras. Certes, tu me parles tu me parles de la MSN et tout ça. Ouais, mais t'avais Iniesta encore. Ouais, non, mais genre, t'avais quand même. Ah ouais. Mais oui, pour moi, c'est riche, toi, un peu. Non, mais tu sais, genre, lui, dans sa Ligue des Champions, il est là, genre, il sait pas quoi choisir. Moi, je suis comme ça. C'est la pire qu'on peut gagner. Regarde, quand tu as connu l'excellence, de voir des joueurs faire des choses extraordinaires, que quand tu vois le déclin de ton club. Et que maintenant, avant on s'extasie sur des Iniesta, des Ronaldinho et tout ça. Maintenant on s'extasie sur un Ferran Torres, le requin qui met des buts par intermittence. On s'extasie pas sur Ferran Torres. Maintenant je te jure qu'à Barcelone on est content, tu vois. Et aujourd'hui le problème de ces supporters là, c'est que ils aiment trop s'emballer sur des choses. Ils regardent pas forcément les matchs. Quand tu regardes Barcelone dans son championnat, il y a plusieurs matchs, ils frôlent vraiment la correctionnelle face à des petites équipes. Après, ils arrivent à gagner, ils s'en sortent parce que oui, il y a du génie, il y a du talent, mais défensivement, on est catastrophique. Non, c'est vrai que t'as quand même moins de certitude qu'avant par rapport à ta phase défensive, mais je trouve que quand même tu restes l'une des équipes les plus agréables à regarder du continent. Oui. Oui, c'est vrai que la saison dernière, tu perds contre l'Inter dans un match rocambolesque où effectivement t'aurais pu quand même aller plus loin si Yamal il avait été sur sa dernière action beaucoup plus létale ou autre, mais de l'autre côté je trouve que tu crées un tel déséquilibre que c'est difficile d'être des deux côtés. C'est la question que j'ai envie de poser aussi. Et c'est pour ça. En fait, c'est la défense du Barça qui est catastrophique ou c'est aussi le jeu de flic qui un peu dévoile tout. Pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux parce que comme je vous ai parlé dans un premier temps des lacunes qu'il y a. En fait, il y a des lacunes sur chaque ligne. Là où il y a le moins de lacunes, c'est forcément l'attaque parce que tu as des mecs comme Rashford qui peut te sortir un coup de génie, comme Lewandowski qui peut rentrer, comme la dernière fois il rentre, il met une tête qui sort de nulle part. Il sauve le club, il sauve le match. Ensuite, là, on arrive au milieu. Et quand tu sais que Frenkie de Jong et Pedri font tout le travail, que tu as un Dani Olmo ou un Firmine qui sont intermittents. Je suis déçu. Intermittent, Dani Olmo. Je suis déçu, Dani Olmo. Aucune création. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Oui, j'aime beaucoup. Un joueur, en fait, j'aime beaucoup. En fait, des fois, il y a des trucs, tu fais, wow, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, vraiment. Il y a des moments où il fait des trucs, tu dis merde. Parce que dans les grands matchs, par contre, dans les grands matchs, il n'est pas là. Avec l'Espagne, il est monstrueux. Avec l'Espagne, extraordinaire. Pour moi, genre, c'était un joueur, genre, en fait, c'était un 9,5, 10 qui est capable, tu vois, voilà, qui en fait, genre, qui était capable de donner sur le côté, de faire des passes extraordinaires. Faire des doubles contacts, râteaux, des trucs de fou. Et là, tu le vois, et c'est pas juste symptomatique de ce match-là, c'est 5-6 matchs que ça dure. Un match, il va être bien, l'autre match, il va disparaître, et c'est la même chose pour Fermin aussi, qui, lui, est plus dynamitant, tu vois. Que si lui, par exemple, s'il était là aujourd'hui à la place de Dani Olmo, même s'il te fait un mauvais match, impact. Je suis plus d'impact, plus Gavi et lui, c'est ce qu'ils font un peu. Je suis pas là pour juste faire du beau jeu, je vais te mettre de l'impact. Dani Olmo, défensivement, n'est pas là. Créativité, il n'est pas là. Et même sur les phases de transition rapide, la justesse technique n'est plus là en ce moment. Et juste pour fin octobre, là. Tu dis quoi pour fin octobre?
Real Madrid. Real Madrid, la Classico. Juste une tendance là, aujourd'hui là. Et on verra ça. La tendance, pour moi, pour l'instant, je vois un 50-50 parce que le Real, 50-50 pour l'instant, le Real n'est pas au top. Ok. Barcelone, en fait. Franchement, waouh, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas parce que eux aussi, ils sont pas au top, ils sont en train de se chercher. Et nous, malades. Et nous, clairement, en fait. Mais vous n'êtes pas malades, ouais. On est moins malades. C'est ça que j'allais dire. Quand tout le monde va revenir, c'est quand tout le monde va. Il faut que tout le monde revienne, que tout le monde soit là pour qu'on puisse jauger. Parce que quand tu regardes le match là face à Paris, on se fait pas marcher dessus. Non. On se fait pas totalement marcher dessus. T'as des grosses occasions, genre ça joue un sauvetage sur la ligne où tu peux être à 2-0, tu peux être à 2-1, 2-0 à un certain moment. Et tu, avec un Rafinha qui est là, qui va aussi, tu vois, tout comme Dembélé, qui ont cette capacité à presser d'une certaine manière, un Baldé qui va faire juste en sorte que justement les gars vont pas aller trop chercher cette profondeur. Ça peut jouer les deux équipes à 100%. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le Real à 100%. Enfin, le Real à 100%, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble pour l'instant encore. Mais sur ce que j'ai vu contre le match contre l'Atlético, je pense que le Barça est encore au-dessus. Moi, je vois un 70. J'avais oublié cette clé-là. Le match pour le coup, honnêtement, on est sur un 59-49. Ouais. Parce que moi, sur le début de saison du Real Madrid, j'étais assez mitigé sur les premiers matchs où je voyais ce manque de créativité déjà au milieu et même défensivement, je trouvais qu'on n'était pas forcément hyper imperméable. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était déjà le match contre l'OM où on avait réussi pour une fois à commencer à mettre un peu plus de pression. Mais sauf que là, quand j'ai vu par exemple le match contre l'Atlético, je me suis dit que l'OM c'est aussi une équipe qui a beaucoup ouvert le jeu, qui nous a été quand même assez favorable, qui venait chez nous, etc. Je pense qu'il y avait eu un contexte où on a pu montrer certaines choses. Mais franchement, le match que tu fais contre l'Atlético, où je pense que tu le prends déjà beaucoup plus au sérieux que le match que t'as fait contre l'OM, et que tu te prends une valise comme ça, 5-2, où même en menant 2-1, en fait, tu mets le 2-1, mais limite, c'est prévu que tu vas perdre quand même. En fait, ça m'a limite pas confiant. J'étais pas confiant parce que des actions pragmatiques. Je me souviens, j'avais fait un débrief à la mi-temps sur ça, sur les réseaux sociaux, et je dis, si ça continue comme ça, quoi qu'il arrive, de tous les cas, on va perdre le match, parce que dès qu'il mettait un centre, c'était une occasion très dangereuse. Dès qu'il y avait une accélération, c'était terminé. Après, il y avait eu des performances individuelles qui étaient catastrophiques, que ce soit Carrera, j'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé. J'ai regardé, par rapport à ce qu'il avait montré début de saison, je trouvais qu'il aurait été un peu impuissant dedans. Et ce qui m'a fait encore plus mal, c'est que quand t'es mené, t'arrives même encore à ce moment-là à ne rien créer offensivement. Et même en termes de milieu de terrain, de toute façon, il y a eu pas mal de choses avec Valverde en ce moment. Est-ce qu'il doit jouer latéral droit, est-ce qu'il doit jouer milieu, etc. Franchement, il y a encore beaucoup trop de chantiers pour se dire qu'on est une équipe, alors que le Barça, ça reste, même s'il y a eu ce truc contre le PSG, le PSG, ça reste la meilleure équipe du monde. Notre socle est plus solide que le vôtre, c'est clair. Pour l'instant, pour moi, ce Classico, c'est encore... C'est un 55-49. Pour moi, c'est même un 70-30 encore. Parce que même le match contre l'Atlético, il m'a rappelé un peu le match Real-Barça, là, qu'on était venu chez vous, qu'on menait, je crois, 2-0, qu'on se mange 4-2 après, comme ça. Ça m'a un peu rappelé ça. Oui, ça peut être comme ça, c'est vrai. Moi, je pense que ça peut être encore largement comme ça. On peut mener au score, et je pense que défensivement, on va encore vous prendre de vitesse, etc., avec Mbappé, Vinicius encore. Mais que sur la longueur d'un match, on n'arrive pas à rester constant. Et à ce niveau-là, je pense que le Barça pourrait être plus constant que nous sur un Classico, et pour encore nous taper sur le truc. Le premier match, c'est où? C'est à Barcelone ou c'est à Madrid? J'ai pas regardé. Je crois il me semble que c'est à Barcelone, je crois. J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention à où c'est. Si c'est à Barcelone, en tout cas, bon. De toute façon, que ce soit à Barcelone ou Madrid, de toute façon, le Barça. Oui, ces dernières années, Barcelone, Real de Madrid ont l'intérêt que ce soit à Barcelone ou à Real. Du tout, je suis pas confiant. Je suis plus confiant que lui. Ce qui va être intéressant justement pour le Real Madrid, et je vais finir là-dessus sur le Real, ça va être le mois, parce qu'on joue Villarreal. Ça joue au Real. Ok, ça va être intéressant. On joue Villarreal, on rejoint un autre match de Ligue des Champions, je sais lequel, mais c'est un gros match. Il y a le Barça aussi qui arrive en même temps. Ça veut dire que déjà on va commencer à avoir ça va déjà être un mois charnière, un gros mois test pour Alonso. Et à ce moment-là, déjà après la valise que tu prends contre l'Atlético, tu seras obligé de réagir réellement. Du coup, intéressant de voir sur ces 4 matchs, sur cette zone. Ah ouais, Villarreal là. Ouais, qui a Villarreal, qui est une des meilleures équipes en ce moment. Combien de points tu vas prendre, sur les 4 matchs, combien de matchs tu vas gagner, combien tu vas en perdre. C'est le capital confiance. Et à partir de là, tu vas pour moi, tu vas commencer à créer un sacré socle et une sacrée tendance pour la saison. C'est-à-dire que ça va être un mois assez charnière. Attends, il y a Villarreal, Retafe. Turin. Même Retafe, c'est chiant. Barcelone. Valence, voilà, après tu reçois là. Liverpool. Alors, sachant que quand tu joues Villarreal et Retafe, Villarreal, connaissant la dynamique qu'ils ont, c'est sans doute une des plus belles équipes espagnoles et voire d'Europe en ce moment. Retafe,
que ce soit un déplacement à 13h à Rétafé, c'est chiant. Ils jouent pas au foot. Ils jouent pas au foot. Ils jouent un autre truc. Ils jouent pas au foot. On les bat 3-0 là, 3-0 ou 3-1, je sais pas comment on fait. C'est chiant. Ils sont là, ils sont juste là pour te faire chier. Ils sont là. C'est les petits frères de l'Atlético, ça se trouve. Hein. Pour moi, en fait, c'est les petits frères. Genre, c'est la ville de tout ce qui est de Madrid là, ils sont là juste pour casser les pieds. Et même Turin, tu vas les jouer en ce moment avec les Yildiz, etc. C'est intéressant. Tu vas être déséquilibré. Tu restes pas un quin. Franchement, attention, c'est le Real. Moi, je suis sûr d'une personne. Ils sont pas bons. Tu vois, ils sont pas bons. Tu vois, ça c'est le prisme de nos clubs espagnols où on sait que on peut prendre. Normalement, on est censé être en position de prendre n'importe qui. Mais mentalement, et c'est ce que j'ai remarqué face à l'Atlético, mentalement, vous y êtes plus. Ouais, mais le Real n'a plus. Enfin, c'est plus. Perdre, c'est. Tranquille, maintenant on perd, on prend des valises, tu les prends, tu les enchaînes, tu t'en fous maintenant. Même le Xabi Alonso. Pas de réaction. Après ça, c'est dans sa personnalité. Il a toujours été un peu comme ça. Il a pas de réaction, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de révolte. J'ai vu Mastantuano péter un plomb. Oui. Après, c'est les joueurs qui se révoltent plus aussi personnellement. Oui. Ça c'est plus aggravant que Alonso. Tu vois, pour revenir justement sur vous, et avant de clôturer sur Barcelone et le PSG, je clôturerai avec Barcelone et je reviendrai sur vous. Pour moi, je suis pas surpris de cette défaite par rapport à toutes les lacunes qu'il y a. Et ensuite, même si notre équipe, je pense que Paris à 100%, Barcelone à 100%, oui, ça te donne un autre match. Ça donne totalement un autre match en termes de pressing. Le match serait totalement débridé, qui fait que c'est vraiment celui à l'heure de jeu. À l'heure de jeu que là, ça va se décanter, celui qui va être là physiquement, qui va pouvoir continuer à mettre cet impact physique. Et là, ça s'est vu que c'était Paris qui avait plus le dessus sur ce match-là. Donc, oui, pas de surprise pour Paris au niveau de leur collectif et au niveau des lacunes de Barcelone. On ne retire rien à la victoire de Paris, clairement, parce qu'ils ont joué avec leurs armes. Bien sûr, ils ont montré une très très grande cette victoire. Très forte. Elle est forte cette par victoire. Par rapport au storytelling l'été, comme tu l'as évoqué, etc. Il y avait quand même un truc où tu te disais, enfin ils vont se retrouver. Le PSG qui est là, genre pour se balader dans toutes les capitales européennes et taper tout le monde et en fait genre régler les comptes. Genre toi tu me devais de l'argent, toi aussi. Etc. On prend le Bayern, on prend le Real. Donc franchement c'est fort. Et moi je pense à une personne. Je trouve que genre ce match-là, il est très important pour Enrique. Enrique qui, le madrilène, barcelonais, mais on sait très bien que son cœur, il est catalan. Il arrive là-bas maintenant, pas simplement en je suis un grand entraîneur, mais je suis un entraîneur qui a gagné avec une autre équipe que la vôtre. Que Barcelone. Et là, aujourd'hui, je viens à gagner sans la plupart de mes titulaires. Donc là, c'est un vrai statement je suis quasiment l'un des meilleurs entraîneurs à ce jour. Je suis le meilleur entraîneur, en vrai. Je fais partie de la discussion des GOAT des entraîneurs. Donc voilà, donc pas de surprise. C'était un beau match et je pense que, et comme un des collègues justement m'a fait remarquer, c'est un beau match. Les équipes à 100%, ça va être important. Et le vrai statement, ça va se faire à partir de janvier. Ah oui. Et c'est là qu'on pourra juger. Je reste dans ce PSG. Jauger ces deux équipes ou même les plus grosses équipes. Maintenant, revenons-en à vous. Nous Oui, vous. Parce que j'allais revenir sur vous, sur le Real rapidement. Okay. Et on pourra passer à un sujet à un autre sujet, à un sujet spécial après. Le Real de Madrid, tu vois, oui, vous avez perdu contre l'Atlético. Et je disais que mentalement, vous y étiez plus. Et on sait que le Real Madrid en Ligue des Champions, il faut toujours mettre une pièce sur eux. Et bizarrement, cette année, avec la forme étincelante de Mbappé, non, je la mets pas quand même. Je mets pas une pièce sur vous. Il range sa pièce dans la poche. Je mets pas une pièce sur vous. Je mets pas une pièce sur vous parce que encore là, vous gagnez contre une équipe. Pour moi, ce match, il a aucune valeur. Il n'y a pas de valeur et c'est ça. C'est anecdotique. Et moi, j'aimerais justement voir, comme tu dis que tu mets pas une pièce sur le Real cette année. Moi, j'aimerais justement voir, c'est quoi, toi, ton ressenti, justement, sur cette Ligue des Champions et comment tu vois les choses par rapport à la suite avec le retour de Bellingham. Est-ce que Trent,
doit prendre la place de Carvajal. Quel choix, toi, tu vois? Vraiment, il est blessé. J'ai rien vu de Trent, en vrai. Genre, sur les matchs, j'avais pas forcément été convaincu. Fais-nous un global. Ouais. Enfin, sur les matchs, je vais commencer par Trent. Sur les matchs, j'ai pas forcément été convaincu. Ensuite, il s'est blessé. Donc là, je l'ai pas revu depuis. Et entre-temps, il y a Bellingham qui revient. En fait, déjà, ce que j'aimerais, c'est avoir du coup une équipe de Real Madrid qui est vraiment au complet, qui n'a pas de blessure. Parce que là, maintenant, on s'est encore mangé la blessure Carvajal. On se mange la blessure Militao. Ça veut dire que déjà on va encore. Blessé là. Ouais, c'est blessé. Le match contre l'Atlético, il s'était blessé. C'était votre satisfaction avec Olsen, hein? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant on va rentrer dans un truc où on va encore bricoler. Du coup, déjà, j'aimerais retrouver une équipe complète pendant la saison. Et si on retrouve cette équipe complète déjà, franchement, si on doit faire quelque chose, je pense pas que ça sera cette année. Je pense que ça sera encore cette année de transition, comme on dit. De toute façon, maintenant, le Real fait que des années de transition. T'as l'impression depuis frôle la saison blanche l'année dernière, et c'est avec, à part le. C'est blanche. Oui, non, mais à part le. Oui, il y a le titre, blanche. De Supercoupe. Si on vous retire ça, c'est une saison blanche. Vous allez pas. 2 saisons blanches sur Real de Madrid, est-ce que c'est déjà arrivé? Non. C'est pas arrivé. Moi, ça fait très longtemps. Généralement, ouais, non, ça arrive une fois, pas 2. Pour être votre grand ennemi, nous, après saison blanche, je sais que nous, ça nous arrive pas. Et généralement, vous êtes plus dangereux après votre saison blanche. Ouais, ça c'est vrai. Après saison blanche, généralement, il y a la Ligue des Champions. Oui, vous faites trop mal après votre saison blanche, même si généralement, on est là pour vous calmer un peu, on s'anesthésie un peu. Et sauf que là, mais là, je sais pas. Mais tu sais, en plus, moi, je l'avais dit, je crois, dans une précédente émission, malgré qu'Mbappé soit en forme, etc., j'ai dit que Mbappé en 9, franchement, moi, je ne vois pas gagner le Real Madrid comme ça, moi. Ça, on l'avait dit. Je ne vois pas le Real Madrid gagner comme ça. Même si je pense qu'il va mettre ses buts, etc., je pense qu'on dira que oui, il a fait des bons matchs, il a fait des grandes saisons, etc. Et je suis d'accord qu'il fait un excellent début de saison. Mais je pense que, collectivement, c'est pas la meilleure façon pour le Real de jouer. Et tu trouves pas qu'il y a un changement de mentalité, en tout cas, genre une prise de conscience de Mbappé ou du Real de façon globale. De Mbappé, parce que je le trouve un peu plus actif, un peu plus collectif. Il est capable, genre maintenant, de faire avant ce qu'il faisait là. Et ça, ce que je voyais, c'est que beaucoup, genre, je joue quand la balle est dans mes pieds. Et là, maintenant, il va chercher la profondeur. En tout cas, il fait des fausses pistes. Et comme on l'a vu, il est capable d'aller gratter des ballons, comme le match contre, je crois que c'était qui, quand il va gratter un ballon et après, il marque dans la foulée. C'est un match de championnat, Sociedad, exactement. Tu vois, donc c'est à dire qu'il fait un effort collectif. Maintenant, c'est vrai que selon moi, sa meilleure place, c'est à gauche. Franchement, mais j'ai l'impression que ça, c'est un doux rêve que maintenant il faut enterrer. Il faut l'enterrer. Quand je regardais justement le match de l'Atlético, tu sens que sur le côté gauche commence à être vide, malgré Vinicius qui grappille quelques trucs. Le Mastantuano, je trouve qu'on force un peu. Il a des choses dans le pied, mais je trouve qu'on force un peu avec lui. Et tu vois, parfois, Mbappé, il est limite à la ligne médiane, en train de chercher à remonter le ballon, parce que la seule personne avec qui il peut jouer, c'est Arda Güler. Moi, je trouve que même offensivement, je trouve qu'on est prévisible. C'est-à-dire que côté gauche, quand on attaque, c'est pas... Genre quand le Real attaque, je frissonne pas devant ma télé, c'est un peu chiant à regarder. Déjà au milieu, t'as pas forcément de créativité. Après, bon, le retour de Bellingham, normalement, est censé apporter un peu plus de magie, etc. On sait pas comment ça va se gérer. Tu l'incorpores comment, ouais, c'est ça. C'est ça, on sait pas trop aussi comment est-ce que Alonso va l'incorporer, comment est-ce que tu vas gérer le cas Valverde qui est de moins en moins bon. Franchement, en fait, il y a beaucoup de chantiers pour te dire que cette équipe, à la fin de votre équipe est trop dénaturée. Il y a des années où on disait ouais, le Real c'est pas fou cette année, mais au moins il y avait des bases solides, tu vois. Il y avait des bases solides, c'est-à-dire que t'avais Benzema en pointe, tu savais qu'à gauche c'était Vinicius, à droite c'était Rodrigo, t'avais ton milieu. Ensuite peut-être que tu faisais des moins bons matchs, mais t'avais un socle, t'avais tes leaders, etc. Maintenant en fait c'est franchement, en fait le Real c'est ça, genre en ce moment c'est genre tu souffles, c'est sur la continuité. Tu regardes mais tu prends pas trop de plaisir. En même temps c'est pas nul, mais c'est pas, en fait ça apporte plus trop de frisson. Il y a plus l'émotion. Alors que et c'est dans la continuité de lorsque quand vous gagnez la Ligue des Champions face à City là, que c'est avec Benzema qui sauve l'équipe encore une fois. Mais cette année moi je frissonnais parce que Benzema t'a apporté ce truc. Il y avait des dribbles, il y avait des choses. Vinicius montrait quelque chose. Il y avait des trucs techniques. Mais c'est vrai que ça, à partir de là, ça commence à être déjà assez soufflé. Et petit à petit, ça s'accentue. Ouais, c'est vrai.
Et là, on parle de Mastantuono parce que, bon, on va dire, c'est un joueur qui est un peu. Je crois il a un peu de ballon, tu vois. Donc, en fait, vu qu'en fait, on frissonne tellement plus qu'en fait, quand on voit un petit Mastantuono, moi, ça me fait un peu de bien. Parce que j'ai envie de le voir sur le terrain. La carte argentine. Parce que déjà, t'as perdu la magie que Vinicius avait avant. Rodrigo, il est là, mais il est pas là. Rodrigo, il est plus trop là. Il est plus trop là. Mais tu vois, genre, en fait, moi, c'est comment tu l'incorpores. C'est-à-dire que avant, j'avais l'impression que tu recrutais des joueurs, et là, donc, genre, des joueurs qui sont normalement à développement. Pour moi, tout ce qui est Hendrick, tout ce qui est Mastantuono, pareil, c'est que ils arrivaient dans un collectif un peu comme le Lyon de l'époque où effectivement, ok, genre t'es un bon joueur et tout, mais attention, il y a des anciens. Attention, il y a Govou. Attention, faut montrer que tu peux être tout dans le team. Voilà, et petit à petit, tu feras des minutes. Là, maintenant, on te recrute, boum. Directement, tu joues. Ouais, c'est pas fou. Mais en tout cas, c'est là où la seule satisfaction en vrai que j'ai, c'est peut-être Arda Güler qui prend un nouveau rôle. Il fait pas toujours des matchs aussi excellents, mais je trouve qu'il progresse. Mais sinon, de façon globale, je trouve que l'effectif et la façon de jouer, c'est pas quelque chose qui te fera gagner quoi que ce soit. Et j'ai dit, moi, j'en veux trop à Florentino Pérez. Là-dessus. Et j'en veux trop à Florentino Pérez. Parce que pour moi, il a pas fait les bons recrutements au moment où il devait les faire. Mais ça, je m'étalerai pas plus dessus. On s'est déjà fait allumer là-dessus. On s'est fait déjà allumer là-dessus. Moi, j'attends son avis sur Florentino. Genre, à un moment donné, vraiment, il nous expliquera le pourquoi du comment. On a déjà donné notre avis là-dessus. Oui, mais on s'est fait arroser. Maintenant, il y a... Carrément, je vais faire une rubrique là-dessus. Grave. Allez, hop. Allez, la prochaine fois, tu nous fais une rubrique là-dessus. Et c'est très bien, ça nous permet de faire la transition pour cette fin d'émission. Un nouveau sujet qu'on a mis en place. On appellera ça la rubrique. Voilà, c'est très simple. C'est pour ça que je le fais maintenant. On est dans les temps. Pour une fois, on est dans les temps. On a respecté, on est structuré. Aujourd'hui, on a grandi. On a grandi ou pas? On grandit grâce à vous. Voilà, il fallait qu'on fasse des efforts. Donc aujourd'hui, on introduit un nouveau sujet, une rubrique, quoi. On va la garder, la rubrique. Et c'est Oliver qui va nous présenter un sujet qui lui tenait à cœur, qu'il voulait évoquer. Et nous, on donnera notre avis là-dessus et on clôturera là-dessus. Ouais, parce que je trouve que c'est important de des fois faire une pause un peu sur l'actualité, sur pas mal de choses qu'on a vues. Et moi, j'ai envie d'avoir aussi vos avis par rapport à ça, parce qu'on est de tendances aussi différentes. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué le passage, la séquence un peu OM PSG, Ballon d'Or. Et c'est vrai que, en fait, moi, on a souvent évoqué ici, et même dans nos discussions, qu'il y a eu un changement au niveau de la consommation du football. C'est-à-dire, en fait, il y a eu un changement que maintenant, il y a très peu de personnes qui regardent les matchs en entier, que quand tu regardes un film, une série à la maison, genre t'as ton téléphone. Donc, c'est-à-dire que finalement, t'es plus vraiment, on va dire, focus sur l'action. Peut-être parce qu'il y a trop de football. Je pense qu'il y en a trop. Peut-être. Maintenant, moi, je trouvais que l'épisode du Ballon d'Or, en fait, c'était la parfaite illustration de tout ça. On a connu une période où on nous a dit que le match OM-PSG, donc qui était reporté, aurait dû être reporté à 15h, 17h. Voilà, je pense que les personnes qui ont évoqué le 15h-17h, pour moi, en fait, c'est les plus grands ennemis du football. Et c'est les plus grands ennemis du football français en général. Surtout quand tu connais la santé du football français actuellement. Exactement. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, dans le sens où ton main event, le match que tu dois mettre en avant, tu es capable d'aller le brader à 15h-17h. Ça veut dire, en fait, en gros, stade vide, personne devant l'application Ligue 1. La télé. Et comment tu peux imaginer ça juste parce que tu entends cérémonie du Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand tu es amoureux, selon moi, parce qu'après, moi, je ne veux pas te dire que je vais pas vous dire que le match OM-PSG, c'était un match où il y avait une compétitivité. Non, ça fait très longtemps que ce match-là, c'est plus vraiment un événement et que globalement, tu sais que normalement, le PSG gagne. Ok. Mais, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que comment tu peux vouloir regarder, parce qu'après, bon, ça c'est ma sensibilité, mais comment tu peux vouloir regarder une cérémonie Ballon d'Or dans le sens où ton produit Ligue 1 que tu dois valoriser, celui sur lequel tu dois communiquer, qui doit être normalement en fait le centre de l'attention, c'est-à-dire que les gens ils vont s'abonner tu dois tout faire pour Ligue 1+, tu veux le mettre à ce moment-là pour en fait privilégier la cérémonie du Ballon d'Or. Quand t'es supporter parisien, que tu veuilles effectivement suivre ta cérémonie du Ballon d'Or, parce qu'en fait genre t'as quelque chose qui t'anime dans le sens où ça me permet de revivre un peu les joies de la saison dernière et de revoir mon équipe préférée sacrée. Avoir ton Ballon d'Or, tout ça. Ouais. Très bien. Maintenant, je dis juste que j'ai du mal à comprendre les gens qui préfèrent des cérémonies
au jeu. Peu importe la compétitivité, quand c'est ton équipe, toi, même si tu dois gagner une fois de plus contre Marseille, tu dois les écraser. Moi, c'est ça que je veux regarder. Moi, c'est l'évolution de certains joueurs, c'est ma domination, c'est pouvoir aussi, après, en rediscuter. Une cérémonie, effectivement, en fait, il y a le côté exceptionnel. La sacralisation. Sacralisation, Dembélé, le storytelling, tout ça. Mais la passion qu'on a, ça reste pour le ballon. Et la cérémonie, c'est quelque chose, moi personnellement, vous le savez très bien ici, la cérémonie du Ballon d'Or, le Ballon d'Or en règle générale, on en parle, mais moi c'est pas quelque chose genre qui me fait frétiller. Ah non. D'accord ? Maintenant, je dis juste que l'esprit de vouloir privilégier une cérémonie au détriment de ton match le plus important, ça dénote de la manière dont maintenant on consomme le football. Ouais. D'accord ? Je pense que on n'aurait jamais vu ça en Angleterre, on n'aurait jamais vu ça en Italie. C'est-à-dire que ton Juve-Inter, le match le plus important, tu puisses genre le brader et le mettre de côté. Donc en fait, moi, c'est ça où je me suis dit, peut-être qu'au final, maintenant, on a une vision qui est complètement différente, que c'est ce genre de choses-là, parce que c'est le regroupement de stars, parce que genre c'est des photos, parce que genre c'est le côté aussi où Nasser, bah lui, en fait, c'est ça qu'il recherche d'une certaine manière. Donc moi, c'est ça. Il y a des éléments de réponse. Où je trouve des éléments de réponse dans ce que tu dis. Si t'es supporter parisien, pour moi, même si la cérémonie du Ballon d'Or, c'est quelque chose que t'attendais, le jeu, le terrain, selon moi, ça reste le plus important. Tu veux commencer ? Non, vas-y, commence. Tu semblais... Hein ? Tu cogitais là, je sens qu'il y avait un début de quelque chose dans ta tête là. En fait, c'est parce que en même temps je suis d'accord, mais en même temps je suis pas d'accord, et je pense qu'il y a pas mal d'éléments de réponse sur cette question. Je pense que ça vient dans un premier temps peut-être sur le contexte football français de façon globale, où déjà en soi on sait que la France, on n'est pas forcément un pays de football hyper passionné, etc. Et aussi sur les supporters du PSG, je pense que le classico, comme parce que toi t'es un supporter de l'OM, du coup je pense que c'est forcément quelque chose que tu peux pas comprendre, enfin que tu vas pas comprendre, même si moi je suis pas supporter du PSG, mais en soi moi j'ai un peu compris pourquoi est-ce qu'ils ont privilégié. C'est déjà, il y a ce côté où le classico en soi, c'est plus vraiment le match le plus important, qu'on soit honnête, le match le plus important dans l'année pour un supporter du PSG. Généralement ça va être un match de Ligue des Champions et ça va être justement les beaux souvenirs des matchs de l'an dernier, justement auxquels ils vont pouvoir se rappeler sur cette cérémonie du Ballon d'Or. Et il y a eu notamment aussi toute cette propagande autour de Dembélé Ballon d'Or et le fait que c'était limite devenu la priorité, parce que avec la saison qu'ils ont fait pour les supporters du PSG, je pense que c'était inconcevable de pas voir un joueur du PSG être récompensé par cette récompense-là. Et en fait, le fait, je pense que ce qui a fait qu'ils ont aussi boycotté pour la plupart, c'est de se dire que il y a eu du coup les trucs de météo qui ont fait que le match a été déplacé. Et en fait, il y a eu je pense qu'il y a eu ce moment où ils ont voulu trouver entre guillemets un arrangement, un accord pour se dire que ça tombe pas en même temps, on se joue le match, mais pas en même temps que le Ballon d'Or, parce qu'on a aussi envie de célébrer cette grande saison et ce qu'on a apporté au football français de façon globale, c'est-à-dire quand même cette victoire en Ligue des Champions qui reste importante, parce que c'est aussi la deuxième, tu vois. D'accord. Et je pense que le fait que, entre guillemets, le football français de façon globale, du coup la LFP ne leur accorde pas ce droit de pouvoir le fêter pleinement, il y a ce côté en mode, alors nous, on est ceux qui vous apportent le plus de points en Europe, on vous apporte une Ligue des Champions, etc. Et quand on veut célébrer ce truc qu'on a apporté au football français, on nous empêche de le vivre pleinement en nous imposant le match au même moment que la cérémonie du Ballon d'Or. Parce qu'en vrai, si aussi on est honnête, en fait c'est parce que Dembélé était blessé, mais s'il n'était pas blessé, Dembélé en soi il aurait logiquement raté le Ballon d'Or. Soit il aurait raté le Ballon d'Or, du coup il n'y aurait pas eu toutes les images qu'on a vues avec Dembélé qui fait toucher le trophée aux supporters, etc. Du coup, moi je peux le comprendre de se dire que, après heureusement il était blessé, mais je peux comprendre de se dire que ça reste un moment entre guillemets un peu spécial. Peut-être c'est la seule fois de leur vie, ou peut-être pas, parce que maintenant le niveau du PSG, peut-être qu'ils auront aussi d'autres Ballons d'Or, mais c'est un truc que déjà qu'ils ont jamais vu, cette première Ligue des Champions. Je pense que c'est le fait aussi de cette Ligue des Champions que je prends pour la première fois, je pense que ça fait un peu partie de la fête, et je pense que leur enlever ce Ballon d'Or, c'était comme leur enlever une partie de cette fête, de cette Ligue des Champions qui gagne pour la première fois. Du coup moi en soi je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Après je pense que pour d'autres matchs ça serait peut-être pas arrivé, c'est-à-dire que je t'assure que pour, je pense, un Real Barça, je pense que ce serait pas arrivé. Pour un Juve-Inter, je pense pas que ce serait arrivé. Pour un United Liverpool, je pense pas que ce serait arrivé. Je veux dire quoi, que les joueurs Non, je veux dire, pour moi, je comprends les supporters plutôt. Toi, tu penses qu'en fait, genre, ils auraient jamais mis un Real Barça le jour de la cérémonie? Il serait reporté. Moi, je pense. Les supporters n'auraient pas boycotté.
Aucun supporter. Non, je pense mais je pense que de façon globale, je pense qu'un pays comme l'Espagne, je pense pas qu'en Espagne, on aurait fait l'erreur quand même de mettre le main event le jour du Ballon d'Or. Non. Ouais, mais en fait, après, genre, c'était une question de circonstances. Ça veut dire que genre, le truc, il devait être le dimanche. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est un truc de règles, mais je pense qu'il y a des moments exceptionnels où les règles peuvent être aussi un petit peu... mais après, genre, quand tu fais ça, certes, il y a des intérêts, comme tu le dis, mais quand tu fais ça, comme tu parles du fait de donner des points et tout ça, oui, vous a apporté la Ligue des Champions, oui, ok. Mais quand tu fais ça, ça veut dire à partir de ce moment-là, tu privilégies encore plus le Paris Saint-Germain là-dessus et tu leur donnes ce passe-droit-là et tu t'ouvres à d'autres polémiques. Ouais, mais dans un autre pays, et je vais même pas me prendre le prisme de l'Espagne, de l'Inter, de l'Italie, tout ça. Le vrai classico, le pur du pur, c'est en Argentine. Oui. C'est River Plate, Boca. Pour rien au monde, les supporters vont boycotter ce match. Et en Espagne aussi, ils vont. En Espagne, et pour en revenir à ton point, l'intérêt réel, c'est le terrain vert, c'est le ballon, c'est l'amour du foot, c'est l'émotion que tu vas les procurer sur le terrain. Et ça, pour reprendre un peu tous les éléments que vous vous donnez, c'est vraiment un truc du prisme français. Parce que un Liverpool United, c'est mort. Les supporters vont y aller. Et c'est pour ça que nous, à travers les autres pays, bien sûr des grands pays du football, on est vu comme un club formateur de joueurs, un club qui n'est pas passionné du foot. On joue au foot, oui, on n'est pas des compétiteurs, c'est ce genre d'image qui renvoie à ça. Et c'est pour ça, parce que dans un autre pays, je suis pas sûr qu'il y aurait toute cette polémique, tout cet imbroglio, parce que là-bas, de la plus petite instance à la plus grande instance, c'est le ballon, c'est le foot, c'est ça qui est. Pour moi, ça reste le. En fait, je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où genre ça reste le jeu et ça reste toujours une occasion de plus de pouvoir enterrer la tête de ton rival. Exactement. Et quand on vient sur la période à limite, en fait, genre t'as la LFP qui suit les règles, c'est-à-dire qu'en fait Marseille n'a pas voulu faire d'arrangement, on aurait pu, même si compliqué parce que tu rejoues le vendredi, etc. Marseille et en fait, voilà. Pour le coup, et tu vois, parce que aussi, quand t'es l'Olympique de Marseille, tu te dis, mais là, on est sur plutôt bonne dynamique, entre guillemets. C'est le moment, et genre, de briser, etc., de briser la malédiction. La malédiction. Là, en fait, genre, tu te dis, la LFP en vient à limite s'excuser d'appliquer le ballon, d'appliquer les règles. Ah, excusez-nous, grand Nasser, grand PSG. En fait, parce que là, nous, on aurait aimé faire autrement, mais vous voyez, Longoria et puis McCourt, là, ils nous ont dit qu'en gros, si on n'appliquait pas le règlement, on allait être poursuivi. Donc, en fait, d'où, déjà, la plus grande des institutions en France vient à s'excuser d'appliquer le règlement. Normalement, c'est vous qui... Voilà. Et puis, à un moment donné, je pense que du côté de l'Olympique de Marseille, il y a eu prise de conscience, là maintenant depuis quelques semaines, parce qu'il y a eu la prise de parole aussi de McCourt qui a dit que c'est vrai que le football français, là aujourd'hui, est mal dirigé et en tout cas, il y a quand même une refonte à effectuer. Donc là, il s'est mis dans le groupe avec Hugo Orléans on va aller maintenant pour aller bouger un peu les institutions. Mais en fait, pour moi aussi, ça dénote du côté du PSG en fait, franchement, la Ligue 1, on s'en fout. Et de l'autre côté, moi, en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que comment tu peux être le PSG et pendant des années nous vendre la soupe si on n'est pas performant en Ligue des Champions, c'est à cause du championnat, parce qu'il n'est pas compétitif. Aujourd'hui, tu arrives à prendre ta Ligue des Champions, alors que le championnat, il est toujours pas compétitif. Et qu'aujourd'hui, quand tu sais que ton application Ligue 1, tu dois la valoriser, et ben tu serais là, limite à vouloir brader le match qui pourrait te rapporter le plus d'abonnés. Et qui pourrait justement permettre à ton championnat d'être plus compétitif. Oui, tu peux devenir fou. Tu peux te dire, mais en fait, genre, pourquoi ? Parce que genre, lui, Nasser, il fait aussi partie de BeIN, donc ça veut dire qu'il a peut-être des intérêts à que ça ne monte pas. Parce qu'il y a encore quelques semaines, genre, il était là à nous dire, ouais, mais en fait, moi, je suis pas sûr de Ligue 1+. Comment ça, t'es pas sûr ? Il y a plus d'1 million d'abonnés. Et là, ce match-là, il a fait record d'audience. Donc en fait, genre là, t'es sur un truc où tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que là, limite, genre, lui aussi, il tire dans... C'est quoi ? Le championnat, il n'est pas attractif, mais pourtant, genre, tu gagnes. Mais parce que Paris l'a toujours dit. Tu l'as dit dans ce que tu viens, dans la phrase que tu viens de redire. L'intérêt du PSG, dans un premier temps, et sa priorité, et il en a encore même parlé lors de la cérémonie,
La priorité, c'était la Ligue des Champions. Ouais, largement. Et comme l'a dit Aimé, on a enfin cette Ligue des Champions. Le Classico, pleinement. Le Classico, mais je m'en tape, j'ai envie de... Donc tu veux pas que les autres clubs montent? Il le dit pas, il le dit pas directement. Mais dans sa phrase, c'est nuancé et c'est comme ça qu'il le prononce. C'est comme ça qu'il le dit de sa manière. Parce que genre, en fait, quand tu sais que Ligue 1+, genre l'argent qui va à Ligue 1+, c'est pas un diffuseur classique, genre c'est un diffuseur qui va recevoir l'argent des abonnés et après va le redistribuer. Donc en fait, genre là, en gros, genre t'es capable genre de mettre ça de côté pour en fait après que genre les autres clubs aient moins d'argent, et sachant que il y a encore quelques années, il y a eu CVC, et dans la répartition de CVC de la société commerciale, genre le PSG s'est octroyé quasiment genre presque 60-70% des recettes. Mais tout le monde le sait. Tout le monde sait une mauvaise négociation. Tout le monde sait que le PSG, dans sa priorité, sous-estime, enfin, méprise le championnat français de par sa qualité et de par la position de Nasser dans les différentes chaînes et par justement son intérêt de vouloir prendre la Ligue des Champions et ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Mais au final, quand tu sais tout ça, tout le monde sait tout ça. Mais qui va venir les stopper? Qui va venir dire quelque chose? Personne. Personne ne va dire. Et personne. C'est surtout en plus quand tu joues un championnat, que tu sais que tu vas gagner, que tu joues des classicos, et en soi, s'il n'y a pas un supporter qui dit ça faisait 14 ans qu'ils allaient au Vélodrome, que quoi qu'il arrive, ils gagnaient. Donc en fait, il y avait ce côté où en mode, le Ballon d'Or, en vrai, c'est quelque chose que je verrai peut-être une fois dans ma vie, un joueur de mon club qui prend le Ballon d'Or, etc. En vrai, le classico... on va encore les taper comme d'habitude, etc. J'ai pas forcément besoin de m'attarder dessus, je préfère me concentrer sur Dembélé. Après, ça dépend des supporters. Après, il y a plein de supporters aussi qui ont regardé le match. Et en soi, je pense que la LFP a quand même pris la bonne décision. Mais après, on peut quand même se demander, est-ce que ça reste une bonne pub à l'international pour la Ligue 1 de mettre un Ballon d'Or? Du coup, le Ballon d'Or, parce que je pense que quand même, de façon globale, le monde du football était quand même orienté Ballon d'Or, et peut-être pas en France, parce que je sais qu'il y a eu ce record d'audience. Mais est-ce qu'à l'international, c'est une bonne pub de mettre le Ballon d'Or, du coup, en même temps que ton main event? Parce que je pense que beaucoup, peut-être à l'international, justement, ont raté ce main event là. Est-ce que tu penses que genre le Ballon d'Or de Dembélé ça rejaillit sur le championnat de France? Franchement, non, pas pour moi. Moi, je pense alors, là, après, t'as pas plus de gens qui vont regarder le championnat de France parce que genre il y a le Ballon d'Or Dembélé. Oui, franchement, finalement, oui, je suis d'accord. Après, là où moi je voulais en venir, c'est ton classico, dans la position de Paris. C'est bête d'être aussi égoïste, de penser uniquement à ton club par rapport à tout ce que tu as apporté, certes. Mais c'est ton championnat. Si ton championnat n'est pas important, s'il n'est pas fort, si justement tu n'es pas toi qui es censé être la figure de proue de ce championnat et que tu boycottes si ce n'est pas la compétition, le match historique de ce championnat, il n'y a plus d'avenir en fait. Il n'y a plus d'avenir et il n'y a aucun intérêt justement à continuer. Faites des pétitions pour aller jouer en Angleterre. Et c'est là où la phrase de Zlatan elle est ressortie, c'est la France ne mérite pas le PSG. Oui, non mais genre, c'est ce qu'on a entendu à un moment donné. C'est qu'en fait, en gros, on offre tellement au championnat de France que le championnat de France devrait nous être redevable et donc devrait nous permettre de pouvoir... Mais en fait, personne ne doit rien parce qu'en fait, genre, depuis que le PSG est là, mais ça c'est vrai, là c'est même pas une sorte de clubisme. C'est depuis que les Qataris sont là, il n'y a pas une amélioration du championnat de France en termes de résultats. On n'est pas meilleur là depuis 2013 qu'on l'a été à l'époque où genre encore Monaco allait loin, que Marseille genre allait en Coupe UEFA, etc. Au contraire, ça fait que justement créer un gouffre. On l'a déjà dit, donc, ça crée ce gouffre. Dire que genre ça va rejaillir ou en tout cas le Qatar a fait du bien. Faudrait vraiment qu'on m'explique quoi. Oui, tu regardais des matchs où tu voyais Neymar, Messi et que c'est des choses que tu n'allais jamais voir de tes yeux au stade ou autre. Mais de l'autre côté, en termes de club qui gravitent autour du PSG, je suis pas sûr que ce soit positif. Non, c'est pas positif en soi. C'est pas positif. Voilà. Par rapport à l'image, le classico, à l'image déjà sur la rencontre, à l'image de ton championnat et à l'image au rayonnement international. Non, c'est pas la meilleure image que tu peux. En vrai, il n'y avait pas de vraies grosses décisions à prendre. Il aurait fallu juste laisser le match à ce moment-là. Mais je peux comprendre pourquoi certains ont écouté. Vraiment, c'est plutôt un problème supporter. Après, il y a un autre sujet. Parce que tu parles de cérémonie, et on clôturera là-dessus. Il y a un sujet générationnel aussi, qui fait que, comme tu l'as évoqué au début, aujourd'hui, les générations ne sont plus dans cet instant où, dans ce moment où je vais me prendre mes 90 minutes, où je vais vivre un moment foot, où je vais regarder le ballon. Parce que aussi, non seulement le jeu est devenu très aseptisé, c'est devenu chiant aussi. C'est devenu chiant, et il y a une surconsommation, comme tu l'as évoqué, qui fait que on a des matchs le lundi, on a des matchs le mercredi. Maintenant, la
la Ligue des Champions, c'est un championnat. Le championnat de Ligue des Champions fini, on repart sur le championnat espagnol, français, anglais, allemand et ainsi de suite, selon tes goûts, forcément. Et j'entends des gens de notre âge, en tout cas de mon âge, qui me disent, mais là, je suis saturé. Ok. Je suis saturé, même mon propre club, je ne vais pas le suivre parce que aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis fatigué, il y a trop de matchs. Moi, je pense que la pire des choses, ça serait à un moment donné en ayant ton raisonnement de le public change. Pour moi, la plus grosse erreur, ça serait de se dire, eh ben, vous savez quoi? On va s'adapter au nouveau public. Pour moi, ça serait un truc où, en gros, genre, de la même manière que tu veux changer les règles, etc. Et tu sais, genre, parfois, on entendait, oui, ben, maintenant, il y aura peut-être plus de hors-jeu. Ou le but, genre, qui est à 18 mètres, il vaut 2 buts, etc. Pour ça, c'est de l'arcade. On n'est pas sur FIFA, on est pas sur l'arcade maintenant. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il y a eu cette réflexion de se dire, est-ce qu'on va essayer de s'adapter à la nouvelle génération? Par exemple, genre à un aimé. Ou non, parce que, en gros, ils regardent moins. Non, les gars. Non, je parle pas d'adaptation, mais oui, c'est vrai que maintenant, la population à ce truc de on consomme beaucoup moins et par exemple on va se focus par exemple voilà la Coupe du Monde arrive, youpi, j'ai regardé un match de l'équipe de France dans l'année mais par contre pendant la Coupe du Monde je suis à fond. Et quand Paris, on l'a vu l'exemple, quand Paris a gagné la Ligue des Champions, des gars qui ont jamais vu un match, maillot de Paris, je suis sur les champs, je festive, c'est des trucs comme ça. Mais en tout cas très bon sujet. J'ai beaucoup aimé. Merci. Avec tes précisions. De toute façon, Oliver à Cherchour a encore frappé. La semaine prochaine, ça serait à aimer? La semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. Je suis un peu emballé. Après la Ligue des Champions, je pense. Après la Ligue des Champions, en tout cas, prochaine vidéo, ça sera à aimer. Il a déjà son sujet. On sait que il va trouver un très bon pas sujet. des résultats qui vont me faire mentir après. J'espère pour nous. Si on tape Villarreal, le Barça, la Juve, ça. Vous faites un 4 sur 4, vous tapez tout le monde. Truc Vinicius qui met des triplés. Dernière chose. Kane et Mbappé sont sur le record des 91 buts sont sur les pattes de. Ils l'auront pas, c'est impossible. Sur les pattes de Messi, c'est 91 buts sur une année civile. Attention. Le record est menacé. Attends, ils sont à combien? La Kane, il est à 13 buts à peu près, comme ça. Ah, mais c'est mort. Ah, mais sur l'année civile. Non, tu parles de l'année civile? Sur l'année civile, ouais. Ah, sur un an. Et ok. Du coup, c'est pas 2025. Non, c'est à partir de là. À partir de maintenant. Du coup, saison, en fait. Ouais, saison et tout ça. Mais si c'est un an, après, janvier à janvier. Le mec n'est pas humain. 80. Je voulais juste dire une dernière chose, parce que c'était un hommage que je voulais faire à quelqu'un. C'était quelqu'un genre qu'on connaissait de notre ville, genre qui nous a quitté, nous a quitté genre il y a maintenant quasiment 15 jours, 3 semaines, et genre en fait il nous regardait régulièrement, il me faisait des retours sur les vidéos. Donc voilà, je voudrais souhaiter en tout cas genre Amaury, c'est ça. Voilà, Amaury, mes condoléances à la famille, à tout son entourage, parce que c'était un auditeur, un viewer, et c'était quelqu'un avec qui on a grandi. Donc voilà, en tout cas, mes grandes pensées à lui. En tout cas, ouais. Bah écoutez, comme j'aime bien le dire, par rapport à ce qui s'est passé, justement, à ce que tu viens d'évoquer, déjà merci à lui, même s'il n'est plus avec nous aujourd'hui, que Dieu facilite justement la famille dans ce deuil, et qu'il tienne jusque-là, et que justement il puisse honorer sa vie. Supporter du PSG. Voilà, bah écoute, il aura vécu quelque chose de très beau. Et merci à lui. Et merci à vous de nous suivre jusqu'ici, encore une fois. Si tu regardes la vidéo, si tu l'as regardé jusqu'au bout, si tu l'as écouté jusqu'au bout, sur ta télé, ton téléphone, peu importe, je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, à venir donner des commentaires. N'hésitez pas à suivre ces deux gars-là. Je vous mettrai les réseaux dans la vidéo. Vous allez avoir tout. Grande star ici. Perturbateur, lui. Très grande star ici aussi. On a des très grands ici. Suivez Amigol, suivez Aimé, suivez Oliver. Et les gars, on se dit peace out. Merci. Salut.